Mesdames, salut, monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur JMS Afrique TV. C'est Route vers le palais présidentiel. C'est la deuxième production, la troisième production de cette semaine qui démarre. Nous sommes justement le jeudi 7 août 2025 et vous le savez très bien, nous sommes en période de préélectorale. Le contentieux électoral, préélectoral, a dit sa messe. Le Conseil constitutionnel a donc renvoyé pratiquement le reste des candidatures à la maison. Il a retenu justement 12. On sait que les CAM avaient envoyé 13 candidatures. Sur les 13 candidatures, il est zippant du mouvement progressiste n'a pas eu de chance. Ils sont donc 12 sur la liste de départ de l'élection présidentielle du prochain. Vous savez, route vers le palais présidentiel est votre émission. 4 productions par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Nous sommes donc au cours de la troisième production de cette semaine. Nous vous remercions parce que vous avez été très nombreux pour les 2 productions de lundi dernier et surtout de mardi dernier avec retour sur le contentieux électoral. Et nous savons aussi très nombreux au cours de cette édition, car cette édition est tout à fait spéciale. Nous parlons de la problématique de la monnaie africaine. Et vous savez, il y a un parti, le parti c'est le PURS, il y a une figure, elle est jeune, mais en réalité, elle prend le taureau par les cornes, elle prend les problèmes de fond. Et cette figure emblématique déjà pour les élections présidentielles au Cameroun, c'est Serge Espoir Matomba. Il a été là en 2018, il est là en 2025. D'ailleurs, sa candidature n'a jamais souffert ni de contestation, ni de contentieux préélectoral. Alors, c'est de lui qu'il est question aujourd'hui et de la vision du PURS et de ce candidat en Afrique en matière de monnaie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on le salue déjà parce qu'il est dans ses états-majors, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, au Cameroun et même en Afrique et partout dans le monde, en train de suivre. Je rappelle que nous sommes sur live streaming. Vous pouvez nous prendre quel que soit l'endroit dans le monde actuellement et nous suivre sans problème. D'ailleurs, nous souhaitons que vous soyez très nombreux dans cette édition qui est votre édition Route vers le palais présidentiel. Et qui donc va revenir de fond en comble au quotidien, en temps réel, sur l'élection présidentielle au Cameroun, en confrontant les figures, les visions politiques, les programmes politiques, en venant vers vous, les populations, pour vous écouter. Je disais à tout seigneur, tout honneur, nous sommes sur ce plateau avec son représentant, le chargé des affaires politiques de ce parti. Je rappelle que c'est un vieux de la vieille en matière de médias au Cameroun. Plus de 30 années, directeur de publication de Raison Nouveau. Plus de 30 années, il a exercé, justement, nous avons exercé, je dois trahir ici, sur cette scène médiatique nationale et internationale, d'ailleurs panafricaniste, au cours de cette grande révolution médiatique panafricaniste, qui aujourd'hui est prise par les gens, mais ce sont ces figures-là qui nous ont accompagnés comme figures de proue lors du début de cette grande révolution. Pierre Clavel-Kodo, il est avec nous. Pierre, bonsoir. Bonsoir Hubert Étudié, bonsoir mon co-panéliste, bonsoir à nos milliards de téléspectateurs dans le monde au-delà. Merci une fois de plus de m'inviter dans le cadre de ce programme, mais surtout de parler de mon candidat, mon champion, Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire national du peuple uni pour la rénovation sociale, qui porte une vision fédératrice. Oui. Et surtout révolutionnaire en ce qui concerne les grandes mutations que nous projetons pour le Cameroun dans la campagne du scrutin présidentiel annoncé le 12 octobre 2025 prochain. Quand vous parlez de lui, j'ai quelque chose avec tous ces candidats qui sont là. Ce qui est de moi, c'est que je trahis quand même le secret, comme la plupart, je les ai approchés et que c'est pratiquement des personnes, je crois qu'il sera avec nous finalement sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés parce qu'on vous s'est pris dans des réunions, il y a des doigts là, vous avez couru là pour être ici. Merci de l'honneur que vous faites à GMS Afrique. C'est moi qui vous remercie au nom du PURS, au nom de mon candidat Serge Espoir Matomba. Merci. Alors, vous avez en face, vous avez dit co-panéliste, mais il est là, consultant permanent à JMS Afrique TV. Il est là pour vous cribler, je crois. Bon, en fait, ça, c'est son rôle. C'est le rôle de gendarme, pas un gendarme agressif. Je suis disposé à faire des réponses qui s'imposent en faveur, pour éclairer la gouverne de nos téléspectateurs et de mon contradicteur.
Tout à fait. Et c'est donc Pascal Oya. Pascal, bonsoir et bienvenue internationaliste. Bonsoir Hubert, bonsoir tout le monde, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à la communauté africaine consciente, bonsoir Monsieur Koudlet sur ce plateau aujourd'hui. Tout le plaisir de t'avoir rencontré physiquement finalement parce que d'après ce que j'apprends avec ton calendrier, c'était pas évident. Là, je vais profiter de l'occasion pour dire une ou deux choses par rapport à l'échiquier qui nous préoccupe par rapport à la thématique d'aujourd'hui sur le contexte monétaire qui est le nôtre au Cameroun et surtout en Afrique francophone. Et je crois qu'ici, présent, M. Hubert Tondi va une fois nous édifier en nous mettant face aux réalités pour qu'on puisse éclairer, parce que lui va nous édifier et nous on pourra éclairer avec nos éléments de réponse la communauté qui nous suit attentivement depuis un certain moment. Merci de prendre comme ça le parti du pur cesse. J'adore ce docteur Ndiandam qui est là. Je crois qu'on va s'arranger à ce qu'il puisse nous rejoindre sur le plateau. Docteur Ndam, c'est un publiciste internationaliste. Donc, parce que, vous savez, il y a beaucoup de questions de droit qui se sont posées en préparation de cette élection présidentielle. Vous savez, l'affaire du mandat impératif, ça a tenu les gens en haleine pendant près de 5 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes sur pratiquement la question de la monnaie. Je crois que on va rester sur la question de la monnaie. Le docteur Ndamo aussi, il n'est pas moins panafricaniste. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, la méthode, c'est qu'on va vous donner la parole parce que même les téléspectateurs en ligne et ceux qui veulent intervenir vont intervenir après 30 minutes que vous ayez exposé et que vous ayez échangé ici avec Pascal et justement le docteur Ndam qui est de l'autre côté. Pour mettre les choses bien en place, prenons une transition pour revenir sur ce plateau. À tout de suite. Retournons sur ce plateau, nous sommes avec Pierre Claver-Kodo. Je rappelle que parmi les 11 accords que nous avons dénoncés il y a près de 20 ans aujourd'hui, les accords léonais figurent la question de la monnaie. Et d'ailleurs, je suivais hier un autre reportage, je glanais encore des informations sur les raisons de la mort de Muammar Kadhafi, qui était fondée parmi ces raisons-là, la question de la monnaie. Alors aujourd'hui, Pierre, dites-nous la vérité. Comment se pose la question de la monnaie et comment le PURS pose cette question de la monnaie déjà existante du franc CFA? Oui, merci pour cette question, elle est fondamentale. Elle s'inscrit d'ailleurs en droite ligne de cette révolution que le PURS compte conduire en faveur de la souveraineté de notre pays. Il faut rappeler à nos téléspectateurs et les auditeurs que la question de la monnaie fait partie des 11 accords de coopération imposés au président Ahidjo par son engage de son accession au pouvoir en 1959 en remplacement du Premier ministre élu André Marie Mbila. Voilà. Ces accords lui ont été imposés et n'ont jamais été rédigés. Ces accords lui ont été imposés. En gage. Ça veut dire qu'Amadou Ahidjo n'a jamais été signataire de cet accord. Il n'était même pas dans le circuit de la négociation. Il n'était pas dans la rédaction. Lorsque André Marie Mbila, les accords sont opposés à André Marie Mbila, il estime que c'est une violation de la souveraineté de cet État qui doit conduire à l'indépendance. Oui. Et cela lui vaudra donc le premier acte de corruption politique majeur, historique même dans notre pays, parce que le colonisateur avait la complicité des Nations Unies. Oui. Va immédiatement organiser une motion de censure. Une motion de censure à ce qui était l'Assemblée représentative. Voilà, je crois que c'était ça. En faveur de sa destitution. Oui. Et sera destitué. Mais le paradoxe, c'est que ces accords n'ont jamais été soumis à la validation par cette même Assemblée. Donc, on l'a sanctionné.
sans que ces accords soient soumis. Oui, mais on a imposé ces accords. Haïtou engage de son accession au pouvoir, justement en remplacement de André-Marie Bida, oui. Ça, c'est sérieux ce que vous êtes en train de dire là. C'est très sérieux. Nous travaillons sur ces dossiers depuis longtemps. Vous savez, le panafricain, c'est celui qui aborde les questions de fond. Nous sommes pas dans le cosmétique. Et j'assume ce que je dis, parce que ceux qui ont la volonté de faire des recherches dans ce sens vont trouver des documents, mais la plupart de ces documents ne sont pas rendus publics. Donc il faut beaucoup travailler pour avoir au moins la quintessence. Il s'agit de 11 accords de coopération qui embrassent tous les domaines de la vie publique camerounaise. Vous avez la diplomatie, vous avez la monnaie, vous avez l'armée, vous avez même la coopération technique, vous avez l'exploitation des ressources naturelles. Bref, c'est des accords, vous avez même des accords en matière d'éducation. Alors, vous savez, le drame dans cette histoire, c'est que les sociétés sont à l'image de l'éducation qu'elles reçoivent. Ah, donc, même l'éducation est là, dans ces accords. Elle est concernée. Tous les domaines de la vie publique, même la gouvernance est concernée. Alors, c'est à la fin de ces accords que le président Haïtou, paix à son âme, va accéder au pouvoir. Et c'est également, pendant qu'on lui impose ces accords, qu'on impose la constitution camerounaise, qui, malgré les amendements, est quand même une constitution napoléonienne, héritée de Napoléon. Donc, les Camerounais n'ont jamais écrit leur constitution. Et c'est par là que le plus commence à exister, parce que nous dénonçons tous ces éléments d'apparence juridique qui encadrent la vie publique au Cameroun, mais dont nous n'avons pas participé à la confection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tous les problèmes. On va parler de la monnaie, de long à large pendant ce programme. La monnaie est une émanation, justement, de cette imposture de la France et de cette ingérence contre-productive de la France dans les affaires intérieures du pays. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays de l'espace francophone qui utilisent le CFA sont soumis à ce coup. Donc, on changeait seulement le nom du destinataire, puis on te demandait de signer. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu un acte de corruption, le premier acte de corruption majeur. Comment ça s'est passé aussi? Voilà, je vais revenir dessus. Et ça, c'est important que notre secrétaire soit au courant. Parce qu'on parle de la corruption aujourd'hui, il faudrait éviter de croire que la corruption est un phénomène, comment dire, sorti de nulle part. En fait, pour mettre en démarrer en minorité, il fallait faire intervenir l'Assemblée de l'époque. Tout à fait. Et la France, dans sa démarche subliminale, avait constitué deux groupes, dont les députés musulmans et les députés du Sud qui n'étaient pas musulmans. Il fallait donc trouver une astuce pour intéresser les députés musulmans à la démarche en faveur du candidat musulman qu'ils avaient choisi. Et c'est ainsi, pour les convaincre, on va leur remettre à chacun 250 000 francs CFA. Ils vont le mettre à qui? À chaque député. À chaque député. Du camp qui devait... Le confesseur musulman, du camp qui devait participer... pour sanctionner André-Marie Bida. Exactement. Alors, vous n'allez pas retrouver ça facilement, c'est des témoignages qu'on recueille. Tout à fait. De ceux qui étaient proches de ce dossier à l'époque. Par exemple, la famille André-Marie Bida, tout ça, vous savez qu'on va travailler de recherche. Alors, c'est donc le premier acte de corruption majeur dans l'histoire du Cameroun. Et c'est la France qui organise, avec la complicité, malheureusement, de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez que le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Mais comment est-ce que la France a pu manœuvrer librement sous le nez et la barre de l'Organisation des Nations Unies? Parce que ça vous rappelle un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011 avec le fameux Choi. Donc en réalité, cette institution est à la solde des puissances étrangères. Aujourd'hui, nous pouvons souffrir des désaccords, mais avec la complicité de l'Organisation des Nations Unies. Et il s'agit pour les hommes politiques, les acteurs politiques, de prendre en compte tous ces éléments pour que le Cameroun, pour parvenir à construire un nouveau Cameroun, 65 ans après les indépendances, parce que les accords eux-mêmes traitent de 66 ans. Mais ces accords, le drame, comme je l'ai répété, vous êtes en train de dire que le PURS se fonde donc sur sa vision idéologique.
C'est une vision panafricaniste. Sur ces accords, c'est-à-dire la nécessité, la rupture de ces accords. Et c'est un impératif existentiel pour le Cameroun. C'est un impératif existentiel en faveur de la souveraineté, en faveur de la justice sociale et en faveur de la prospérité de notre pays. Je prends un exemple simple. Posez-vous la question de savoir comment, malgré toutes les lois qui ont été votées il y a 30-40 ans sur l'exploitation forestière et qui portent sur la transformation de notre bois localement, pourquoi est-ce que ce bois continue à être exploité en deux? C'est parce que ces accords, quoique n'ayant pas été renouvelés, n'ont jamais été juridiquement dénoncés. Ah, ils ont toujours leur appui juridique. Ils ont toujours leur appui juridique. Et nous, nous entendons dénoncer ces accords pour qu'on reparte à zéro. Et en repartant à zéro, nous allons jouer sur la multipolarité. Il est hors de question pour le Cameroun de rester sous les camisoles d'une puissance étrangère. Il faut rompre ces accords et faire appel à d'autres partenaires à même de nous accompagner à réaliser nos idées en faveur du développement. Alors, sur la question, avant d'aller vers, je crois, Dr Damous a déjà rejoint, sur la question spécifique de la monnaie, quel est le problème que pose cet accord et son application relativement à la monnaie? La monnaie était... Le franc CFA, parce qu'il faut le nommer ici. Le franc CFA est un élément de souveraineté. Je vous mets au défi, c'était un seul pays en Afrique, tu vois, le franc CFA, qu'on peut assimiler à un pays industrialisé. C'est impossible. Nous n'avons même pas d'ouverture sur le marché international pour nous qui avons l'habitude. Si jamais je 100 000 francs CFA se balade dans ma poche parce que je découvre à la destination en Europe ou ailleurs, même dans la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai 100 000, ça ne vaut rien, c'est du papier. Quand tu consultes la machine, l'ordinateur, le franc CFA n'est pas retenu comme monnaie. Ce n'est pas une monnaie, ça c'est donc quoi? C'est une violation de notre souveraineté. Et cette violation donc, en dehors de l'utilisation que nous faisons là, ça se limite ici. Il n'y a pas autre chose qui est comme ça dit que ça ne représente pas une monnaie. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un papier qui favorise les échanges dans la sous-région et qui est pris en otage par le Trésor français. Vous savez, toutes les opérations que nous faisons dans le cadre du commerce international transitent par le Trésor français qui retient une quote-part. Il y a plusieurs années, avant la dévaluation, et puis je vais me lancer moi après, je vais vous expliquer un truc pour démontrer jusqu'à quel point la situation du franc CFA nous est imposée et jusqu'à quel point c'est criminel. Allons-y. Le franc CFA existe à travers un décret du général de Gaulle, je crois depuis 1943, si je ne me trompe. Mise en place en 46, 26 décembre 46. Exactement. Donc, en réalité, le franc CFA est créé pour caporaliser nos économies et permettre à la France de pouvoir toucher, contrôler la dette de la colonisation. Parce que la France CFA, en fait, est l'outil de paiement de la dette de la colonisation française vis-à-vis des pays africains. C'est pour ça que lorsque le franc CFA est lancé, les pays africains ont à peine 30% sur les devises générées à travers les transactions. Il y a quelques années, je ne sais pas, 10 ou 20 ans, ils ont un peu relevé, nous devons être à 50-50%. Vous voyez que jusque-là, notre souveraineté monétaire est attaquée. Aujourd'hui, le drame, c'est que lorsque les privatisations surviennent, ou en nous faisant part que le contexte mondial est ci et ça, et qu'il faille dévaluer le franc CFA, c'est justement ce compte d'opération. Son rôle, justement, c'était de prévoir, jouer un rôle de péréquation avec nos réserves. Quel est le dirigeant africain qui a posé la question de savoir la France pourquoi est-ce que ce compte n'a pas été activé? Pourtant, donc le compte n'a pas été activé, malgré la dévaluation. Le compte aurait dû activer pour éviter la dévaluation. Pour éviter la dévaluation. Parce que c'était justement nos réserves de sécurité. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais comment est-ce que ce compte n'a donc pas été activé alors qu'il détenait et il continue à détenir des réserves de nos devises? C'est des milliards, des milliers, des milliards de francs CFA. Donc, déjà, le premier acte, le premier crime, génocide, que la France va commettre, c'est nous imposer des dévaluations. Dans les problèmes d'ajustement structurel avec la complicité des histoires qui sont à sa solde, bien sûr.
et s'approprier dans nos réserves pour faire repartir son économie en nous appauvrissant davantage. Et nous sommes dans une situation jusqu'à présent. Lorsque vous voyez le processus de privatisation, il s'est passé exactement comme je parlais des fameux accords de 1959. Est-ce que le Parlement a été consulté? Aucun Parlement n'a été consulté en Afrique. Il y a même eu des contestations, mais ça n'a pas... Il y a même eu des contestations, mais qui ont été étouffées. Étouffées, oui. Mais les conséquences dans ces privatisations, c'est ce que nous vivons ici. Et elles sont inestimables. C'est des conséquences inestimables. Il y a le chômage qui est explosé. Il y a la déconstruction même de la société. Ce qui est plus grave et plus cynique qui a suivi. Tout ça à cause du franc CFA. À cause du franc CFA. La dévaluation, c'est à cause du franc CFA. Les fonctionnaires ont connu deux baisses de salaire. Donc, pour quelqu'un qui touchait 100 000... Des coupes drastiques de salaire. Des coupes drastiques de salaire, c'est retrouvé avec à peine le tiers ou même pas la moitié de toute façon. De tous les 3/5, je ne sais pas, un truc comme ça. Si le franc CFA aurait joué son rôle, nous ne serions jamais en allé là. Et cela me permet d'enchaîner sur un aspect important. Les monnaies françaises ne sont pas, tant qu'elles sont sous la coupe de la France, constituent simplement des marchés pour leur production industrielle, pour leur produit manufacturé. Remarquez très bien que nous importons pour aujourd'hui même du riz. Avant, on n'importait pas du riz avant la dévaluation. Et c'est la dévaluation qui est venue les plans d'instruments structurels, les dévaluations sont venues accélérer notre dépendance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, qui, fatalement, nous poussent dans un engrenage d'endettement sans forcément obligation de résultat. Vous vous rappelez de la fameuse histoire du Covid-19 ? Il y a de l'argent qu'ils ont déposé, mais ils n'ont jamais encadré l'utilisation de cet argent. On peut se plaindre qu'il y a des hauts fonctionnaires à liberté, mais parce que celui qui a de l'argent ne se fiche pas mal que vous l'utilisez pour voler. C'est pas un souci. Voilà. Parce qu'il y a une partie de cet argent qui se retrouve, parce que n'oubliez jamais, lorsqu'ils vous prêtent 100 milliards, il y a une partie qui rentre chez eux par rapport à la gestion même de cet argent. Sur les 100 milliards, ils peuvent vous dire, écoutez, les études techniques vont coûter 30 milliards. Alors, les 100 milliards que vous avez pris pour réaliser un projet, rassurez-vous, ne pourront jamais réaliser ce projet. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et il n'y a qu'un retour vers la souveraineté de notre pays qui pourrait nous libérer. Un retour donc pour se défaire du franc CFA, oui, je crois que c'est ça. Alors, on dit bonsoir à Dr Ndam. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous après lundi et mardi parce que on a fait le retour sur le contentieux électoral mardi dernier avec beaucoup de vues, beaucoup de gens qui vous saluent par rapport à ce débat-là. Merci de nous retrouver ce soir. Alors, Pascal, vous venez donc d'écouter Pierre Claver-Nkodo. Pour vous, nous sommes en face du candidat parce qu'il parle, il nominé candidat, c'est-à-dire il parle au nom du candidat, Serge Espoir Matomba. Quelle est pour vous la lecture sociale? Parce que là, vous représentez quand même le peuple. Il vient de dire des choses assez graves, vraiment graves. Quelle est la lecture que vous faites? Et est-ce que vous avez des questions à pouvoir lui poser? Non, mais merci Hubert, parce que, voyez-vous, sur le plan politique déjà, je suis fier de partager le plateau avec quelqu'un qui a une préoccupation très, très, très intéressante par rapport à l'émancipation déjà des peuples africains, pour ne pas dire des peuples camerounais, et aussi par rapport à la souveraineté pour laquelle on se bat tous les jours afin de vouloir être demain un pays qui va se mettre au pédestal à titiller les grandes puissances entre guillemets. Tout à fait. Le problème qui est posé là tout à l'heure par le frère Kodo, c'est un problème qui est préoccupant. Voyez-vous, le problème de la monnaie en Afrique, c'est un problème, surtout dans l'Afrique francophone, c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup. Vous allez m'excuser de revenir sur un candidat, un candidat malheureux, potentiel candidat, qui malheureusement pour lui n'a pas été jusqu'à la fin de ses ambitions, parce qu'il avait voulu être candidat officiellement nommé ou qualifié, désigné, mais qui à la fin ne l'a pas été. Mais qui, par contre, vu l'engouement qui se dessinait, parce que moi quand j'écoutais un peu
les commentaires, les ont dit même dans les médias publics, comme dans les médias privés, les gens n'ont pas toujours voulu nous dire pourquoi est-ce que les gens sollicitaient, excusez un peu le nom, M. Kamto, parce que je veux parler du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, comme, bref, entre guillemets, le candidat de l'opposition, le numéro 1 de l'opposition, disait-il. Mais moi, je me suis toujours demandé en quoi est-ce qu'il peut être le candidat le plus attrayant ou le plus intéressant dans l'opposition, à partir du moment où il n'adresse pas, de mon point de vue, les problèmes qui sont des problèmes réels au Cameroun et en Afrique. Comme le problème de la monnaie, par exemple. Moi, sauf si vous voulez me donner un exemple, là où il a fait une sortie par rapport à cela, mais moi je ne m'en souviens pas. Souvenez-vous de sa dernière sortie en France, quand il allait faire un exercice de communication à Paris, il y a quelques mois. Le problème de la monnaie n'était pas adressé. Il n'a pas posé le problème de la monnaie. Exactement. Point d'interrogation, donc. Pourquoi un leader politique, aujourd'hui en Afrique francophone, va estimer que nous devons... Avec ce que nous venons de suivre, là, que cette affaire, c'est un crime. C'est un crime très grave. C'est-à-dire que la pauvreté, l'appauvrissement, tout ce que nous vivons là, c'est à cause de ça. Mais Hubert, souviens-toi aussi que quand on parlait il y a quelques années ici de la dévaluation, je ne sais pas de tes parents ce que tu avais expérimenté avant et ce que tu avais constaté après. Mais pour beaucoup de Camerounais, c'est qu'il n'y avait pas de secret. On partait d'une période où on avait un semblant d'équilibre professionnel par rapport à nos besoins au quotidien dans nos familles. Exposé d'ailleurs tout à l'heure. Et directement, du jour au lendemain, sans transition, on rentre dans une crise où on ne nous a pas encore, on ne nous a jamais adressé de ce qui devait advenir. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne me souviens pas une seule fois où il y a une sorte pour nous prévenir des conséquences de la dévaluation. C'est pour ça que c'est un crime. On n'a jamais traité des gens de cette façon-là, surtout quand il s'agit de la gestion d'un État. On ne peut pas venir du jour au lendemain nous dire, par exemple, que désormais, pour payer l'électricité, il faudra chercher les dollars. On a vu des Africains, vous êtes internationalistes, on a vu des Africains qui défendaient cette affaire de la dévaluation pour découvrir après que c'était une surenchère. Merci pour le point de vue. Mais les Africains qui défendaient, donc nous connaissons ces Africains-là. Par exemple, je veux même nommer celui-là qui est le président de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, c'était des principaux acteurs qui jusqu'à aujourd'hui continuent à maintenir dur comme fait que le franc CFA est la meilleure des monnaies qu'on puisse avoir. Est-ce que ça peut s'expliquer? Quelqu'un qui a été vice-directeur au FMI et qui aujourd'hui est président de la République de Côte d'Ivoire, moi je ne crois pas que c'est anodin. Je crois que c'est fait exprès pour que les Africains soient toujours à se poser la question de savoir est-ce qu'on est sûr que si on change de cap, on sera à l'abri de toute cette demande-là. Pour mettre les Africains dans les incertitudes de manière permanente. Exactement, c'est ça le but. De mon point de vue, c'est ça le but, parce qu'il ne faudrait jamais que l'Africain soit très serein. Parce que quand un Africain est serein, il peut travailler pour la bonne cause. Tout à fait. Mais tant qu'il est dans l'ombroglio de la confusion et de l'incertitude, effectivement. Parce qu'avec la double pension des salaires, on a vu des familles disparaître, des personnes, des câbles de la société. Et vous voyez, comparaison n'étant pas donc raison. Imaginez-vous un seul instant, la crise au niveau de l'Europe là-bas, entre l'Ukraine et la Russie, qui n'a pas le même impact que la dévaluation a eu chez nous. Mais voyez comment est-ce que ces pays d'Europe sont déconstruits au point de s'asseoir à attendre que les États-Unis leur viennent en aide. Parce que là maintenant, aujourd'hui en Europe, on regarde les États-Unis comme le Seigneur, puisqu'ils n'ont plus d'alternative. Parce qu'affaiblis. Ça veut dire que nous les Africains, qu'on l'accepte ou pas, on a un génie en nous qu'on ignore encore. Résister et survivre la dévaluation a été un miracle. Je ne suis même pas sûr que ceux qui ont investi cela dans nos pays et dans nos États savaient qu'on pouvait résister jusqu'à ce point. Vous êtes donc en train de valider la vision et le programme politique du PURS dans cette affaire de monnaie. Oui, tout à fait, je le valide. Je le valide d'autant plus que je suis quelqu'un qui partage les idéaux panafricaines et je pense qu'aujourd'hui l'Afrique doit se lever et prendre ses responsabilités. L'Afrique doit cesser d'attendre que quelqu'un vienne faire à sa place. Et depuis qu'on nous a fait part et on nous a imposé cette monnaie-là,
on doit comprendre que puisque ce n'était pas de notre propre gré, oui, il a expliqué que c'est un accord qui a été signé par les Français entre eux. Effectivement. Donc il faudrait que désormais, nous-mêmes, on prenne les décisions qui nous impliquent directement. Oui. Alors moi, je pense que partir du franc CFA, c'est une bonne chose pour moi. C'est peut-être quelque chose qui va être fait avec une certaine habilité des experts. Oui. Parce que M. Kodo parlait de ça tout à l'heure. Je crois qu'il y a des Camerounais qui sont bien aguerris sur le plan financier et sur le plan économique par rapport à la monnaie éventuelle qui pourrait arriver et qui savent que dès qu'on franchit ce pas-là, on saura comment avancer. Merci. On revient à vous. Alors, docteur Ndam, l'agenda 2063, c'est un élément qui pratiquement aura amené Muammar Kadhafi parmi les éléments à la tombe. Alors, est-ce que vous avez écouté Pierre Claver Nkodo qui dépose ici la vision politique, c'est-à-dire financière, économique, en matière de monnaie du PURS de Serge Espoir Matomba? Bien, je voudrais dans un premier temps dire bonsoir à grand frère. J'allais dire peut-être à mon papa qui est à côté de moi, également au grand frère. Vous savez, partager un plateau avec des personnes qui sont expérimentées nous amène de sortir de notre champ d'ignorance, c'est-à-dire de nous tirer vers la lumière. Alors précisément sur la question de la monnaie, je suis parfois rebelle. Rebelle pourquoi? Parce que l'homme accuse toujours l'Occident sur la monnaie. Moi je ne partage pas cette idée. Vous savez pourquoi? Comment ça? Expliquez-nous. Je fais le terre à terre. Un jour, le professeur Safar Nafoso, nous étions en deuxième année à l'université, avait 2 billets de monnaie. J'allais dire 2 billets de 1000 francs, les 2 mêmes billets. Il nous a dit que... lui qui est maintenant, je crois, il est à l'université de Tcham. L'université de Tcham. Le recteur. Et le représentant du bus, mon papa l'a si bien relevé. Il nous avait dit que lorsqu'il a les 2 billets, quand il prend l'avion, quand il arrive en Côte d'Ivoire, les mêmes 1000 francs qu'il a au Cameroun n'ont pas les mêmes valeurs. Ah oui, il a dit, ça n'a pas la même valeur, dans le même espace monétaire. Je ne comprenais rien. J'ai dit, mais pour un même billet, il nous dit oui, il a 1000 francs à partir du Cameroun. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, les mêmes 1000 francs n'ont pas la même valeur que les 1000 francs qu'il a laissés au Cameroun. Alors dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir, c'était un peu comme quelqu'un qui venait nous dire quelque chose qui n'existait pas. Il fallait vérifier. Après avoir théorisé donc sur la monnaie, il nous a fait comprendre que ce qui fait la force d'une monnaie, c'est l'économie. Ce n'est pas la monnaie en elle-même. Vous voyez, prenons l'exemple du Nigeria, avec le Naira. Il y a quelques années, je crois que plus loin, peut-être 15 ans en arrière, je n'ai pas la date exacte. Le Nigeria avait pris le Naira. Et les gens nous disent que le Naira était en dessous du franc CFA. D'accord. Donc aujourd'hui, je peux me tromper, le Naira est au-dessus du franc CFA. Quel est l'élément qui a poussé le Naira à être au-dessus du franc CFA? Je crois que nous entrons là en plein cœur du sujet. Je pense que c'est le grand frère, mon papa l'a si bien dit, nous sommes face à un pays qui est en train de s'industrialiser. C'est-à-dire qu'on a libéré les talents, on a permis aux gens d'oser, de créer des entreprises. Mais avec une monnaie? Oui, bien entendu, avec une monnaie. Et je suis pas avec une monnaie coloniale, donc certains disent naziste. Je vous ai dit, je suis partagé sur la question. Moi, je ne jette pas totalement le tort sur les Occidents, ou sur l'Occident. Pourquoi je le dis? C'est ce que je veux savoir. Dans le contexte actuel, si on prend l'euro, c'est-à-dire que la monnaie qui circule dans la zone européenne, on nous donne en Afrique, nous serons toujours pauvres. L'euro, même avec l'euro, même avec le dollar, parce que nous ne travaillons pas, il faut le dire. Non, peut-être avant d'aller dans cette piste-là, moi j'ai une autre interrogation, puisque vous êtes publiciste, vous êtes internationaliste, il y a quand même le fait que le franc CFA, qui existait arrimé sur le franc français, ne devrait même plus exister après la disparition du franc français. Vous savez, je suis très d'accord avec vous.
Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un vous a cousu un costume que vous devenez lui-même. Le tailleur, vous êtes tailleur, vous avez un costume, vous n'êtes pas forcément être le tailleur. Qu'est-ce que je vais dire? Hier, je vous disais que l'Afrique a perdu la civilisation. Parce que la monnaie, en réalité, est un élément de la civilisation. Tout comme la philosophie. Ah, la monnaie est un élément de civilisation. C'est un élément de civilisation. La monnaie sort de la civilisation. Tant que vous nous dites de rompre avec la monnaie et que vous ne reconnaissez pas que vous devez, c'est-à-dire que faire ressortir ou faire renaître des centres de notre civilisation, ça sera une peine. Mais ça veut donc dire que si on suit votre trajectoire, avant d'aller finir dans cette affaire que les Africains ne travaillent pas, j'ai bien envie aussi de la démonstration, avant d'aller dans ça, ça veut dire que, en principe, vous êtes en train de nous dire que le franc CFA, en principe, c'est pas les Occidentaux, c'est les Africains eux-mêmes qui le perpétuent. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi je le dis? Voyez-vous, nous sommes en pleine campagne électorale. Les candidats vont nous dire des choses. Bon, qui va croire, c'est son problème. Moi, je ne crois pas. Je suis toujours dubitatif jusqu'à la fin parce que je ne vois pas toujours les vérités premières. Vous savez, le grand frère a évoqué le cas du procès Kanto. Je peux vous dire sur le plateau que je suis l'un des jeunes les plus gênés du Cameroun. Je suis gêné par rapport au rejet de sa candidature. Parce que pour ma part, le professeur Maurice Kanto avait le meilleur projet politique pour le Cameroun. Le meilleur chantier. Je crois qu'il a développé ça en bout de chantier. Je l'ai suivi de bout en bout sur la question économique précisément. Mais on va quand même le mettre de côté ici parce que là on est avec le PURS et avec Serge Espoir Matoba. Mais on va quand même aussi vous faire la remarque de ce que le professeur Maurice Kamto, il y a deux questions fondamentales sur lesquelles il ne s'est jamais prononcé de manière publique, officielle. La question de l'homosexualité LGBT. D'ailleurs, il flirte avec les avocats qui font la défense et la question de la monnaie où pratiquement il serait d'accord avec Alassane Dramane Ouattara sur beaucoup de points dans ce sens-là. On le laisse de côté. Parce que là, on est avec un autre candidat. Et si jamais on a la chance de l'avoir ici, on va y aller. Vous avez dit que les Africains, c'est eux-mêmes qui perpétuent le franc CFA parce qu'ils ne travaillent pas. Comment vous justifiez ça? Ils ne travaillent pas, non seulement ils ne travaillent pas, mais ils ne soutiennent pas suffisamment les leaders. Vous voyez, les beaux discours qu'on nous construit aujourd'hui, on va faire ceci, mais à la fin, vous allez voir que c'est autre chose. Vous voyez que le seul qui a tenté, nous étions en 2011, Kadhafi, qui a été sacrifié. On en a parlé de lui tout à l'heure. Kadhafi, parce qu'il a voulu révolutionner toute la. Mais est-ce qu'il n'y a donc pas un paradoxe dans votre démonstration, puisque Kadhafi a travaillé, et il a été abattu parce qu'il a travaillé, il a été justement assassiné, et l'on sait que les indices, je vous relance simplement, les indices de développement, que ce soit les indices, que ce soit les déterminants ou les indicateurs de société et d'économie en Libye, battaient de loin ceux de certains pays occidentaux. Mais comment, quelle est la machine qui a pu abattre Muammar Kadhafi alors qu'il avait déjà même lancé le projet de la monnaie africaine, le Fonds monétaire international africain, avec un siège déjà à Yaoundé, et la monnaie était... Comment on a pu, comme vous dites qu'il ne faut pas lancer le tort pour les génocides, comment est-ce que c'est un sorcier qui est venu l'abattre? Ce sont les Africains qui ont tué Kadhafi. Ah bon? Ce sont les Africains. Ok, allons-y. Ce sont les Africains qui ont tué Kadhafi parce que vous ne pouvez pas avoir votre frère en difficulté et vous traiter avec l'ennemi. Vous savez, quelques années après, les Occidentaux ont essayé avec au Kenyatta, je crois bien, du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et vous avez vu l'Union africaine qui s'est opposée catégoriquement pour dire que vous avez essayé, vous avez fait pour Kadhafi, nous sommes tués. Mais cette fois, vous n'allez pas continuer à tuer vos leaders. Même pour Omar El-Béchir, l'Union africaine s'est opposée en Afrique du Sud sur cela. Et là, on peut vous comprendre. Mais malgré tout, Kadhafi a été tué. Et peut-être, je peux vous comprendre, parce qu'à ce moment, nous sommes en train de lancer la révolution médiatique panafricaine au plan pratique, puisque M. Ping, qui était en ce moment là président de la commission,
principe, c'est lui qui a manœuvré sur la plupart des actions, on peut vous l'admettre. Mais là, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a une force occidentale avec des canons, avec la corruption, comme venait de dire, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Travers. Peut-être, je ne sais pas si Jean Ping a été corrompu, si les autres ont été corrompus. Déjà, vous savez qu'en Afrique, nous sommes en Afrique. Oui. Et il y a un adage chez nous, le monde qui dit que apoye ou chumanda mutoni manda molonke jena watosha mumba manda mufui toni. Je reprends awo ou chumanda mutoni to kwato manda baruni na bumone toni na manda. Explication littérale. Ça veut dire que si vous êtes chez vous, dans la maison fermée, oui, et puis vous vous retrouvez avec un ennemi à côté de vous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a... De la maison. De la maison qui a amené l'ennemi ok. auprès de vous. Ça veut dire qu'il y a eu de la trahison dans cette affaire. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que je dis notre problème, parce que je suis toujours quelqu'un qui voit les choses de deux manières. Oui. C'est-à-dire que quand on dit que ça ne va pas, je me demande d'abord ce que j'ai fait d'abord pour que ça aille. Avant de voir ce que les autres ont fait. Ah ça, c'est cette tournure, peut-être on va sortir avec vous par là. Mais maintenant, le pur, c'est en train de dire on rompt. Rompre, je voulais peut-être dire au plus, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire on rompt avec la monnaie parce qu'il est dans la vision de rupture. Monsieur Cheikh Etoundi. Ça dit Serge Espoir Matoma. Tout à fait, monsieur Etoundi. Oui. Vous savez, pour finir avec cette histoire des monnaies, oui, il faut déconstruire tout le système. À déconstruire tout le système. Bien ce système, il faut déconstruire tout le système. Et c'est-à-dire que accepter, appliquer, j'allais dire, revenir à notre civilisation. Et le premier élément de la civilisation, c'est la religion. La religion. C'est-à-dire qu'accepter d'abord que les Africains reviennent dans leur propre religion, reviennent dans leur philosophie. Reviennent dans leur philosophie. Ce n'est pas très différent de la vision du pur ciel. Je suis tout à fait dans la philosophie politique, philosophie économique, philosophie éducationnelle, philosophie etc. Tant que vous prenez, c'est-à-dire que les éléments de la civilisation, et que vous venez, c'est-à-dire que les acclimater dans votre environnement social, oui, et que vous voulez par exemple reculer ou bien enlever uniquement la monnaie, vous allez faire fausse route. Vous savez qu'en Chine, prenez le cas de la Chine. Oui. C'est pas en Chine. La Chine a par exemple le yuan en Chine. Oui. La Chine, et ça dit que, comment je l'ai dit, entourée de la civilisation. Quand vous arrivez en Chine, vous parlez de l'islam ou du christianisme. Certes, il y a des chrétiens chinois ou musulmans, mais on voit quelqu'un comme quelqu'un qui délire. Parce qu'ils ne veulent pas savoir ce que vous parlez de christianisme ou de l'islam. Je suis musulman, permettez-moi de le dire. Ils ont le confucianisme, qui est leur religion. La religion de base. Ils ont leur prophète qui s'appelle Confucius. C'est pour cette raison que je vous disais que nous avons tué notre prophète. Kadhafi était notre prophète. C'était le prophète des Africains. C'est lui qui allait nous sortir donc, de cette caca. Avant de revenir à vous, vous avez écouté Dr Ndam. Là où je vous relance, avant que vous ne puissiez faire des éclairages sur ce qu'il a dit, c'est que lui, avec les politiques, il doutait peu, il ne croit pas. Est-ce qu'en entrant là, vous pouvez le rassurer les téléspectateurs? Vous savez, tous les grandes nations, c'est sur la base d'un leadership idéologique porté par l'un des leurs. Il a cité la Chine, c'est une histoire que je maîtrise trop bien. La Chine est le fruit de la révolution culturelle qui était portée par Mao, et en son temps, il a été combattu par le bloc occidental. Mais aujourd'hui, la Chine... Il a été combattu par le même bloc occidental. Et aujourd'hui, grâce... Et puis la Chine a quand même été... la Grande-Bretagne a tenté de christianiser la Chine. Ils ont même créé une crise, vous avez appelé la crise de l'opium. Tout à fait. Il fallait les habituer à l'opium, ils deviennent faibles et se soumettent à la religion que voulait leur imposer. Mais ça n'a pas marché parce que justement, sur le plan culturel, ils sont restés assez solides. Oui. Je suis d'accord avec lui sur le fait, lorsqu'il évoque les religions. Oui. Bon, alors, moi j'appelle ça les cultures. Les religions que nous pratiquons en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, dans les anciennes colonies françaises, avaient pour unique objectif, que ce soit l'islam ou le christianisme, protestantisme, l'objectif de vous aligner.
Le principal objectif, c'était l'aliénation. L'aliénation. Parce que... L'objectif a été atteint. A été atteint. Il a été atteint, il y a quelques résistances, Oui. mais ces résistances sont à la limite résiduelles. Oui. Il est question, dans tout projet de société, Oui. d'accorder une place centrale Oui. au respect de nos cultures patrimoniales. Ah donc, ce qu'il dit là, ça dit... Ce n'est pas totalement faux, mais je voulais simplement insister que ces cultures-là, ces valeurs ont été tellement érodées, Oui. au point où beaucoup parmi nous ont perdu les valeurs. Ah, nos valeurs africaines. Nos valeurs africaines. Je vais vous prendre un exemple sans prétention de... Bon, je suis journaliste, mais j'ai pris des reportages qui m'ont édifié. Oui. Lorsque vous allez dans la région de l'Ouest, vous allez constater quelque chose. Oui. C'est des gens très très accros à leur culture. C'est-à-dire... Oui. Ils sont franchement accros. Et j'ai découvert qu'en fonction des communautés, il y avait un rite qui était imposé aux garçons, Oui. aux adolescents. Chez les uns, ça s'appelle Boum Boum, chez les autres, ça s'appelle Yang Yang. Ça dépend de la communauté concernée, mais bref, dans toutes les communautés. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans le sud, le centre, le sud, les communautés de la forêt, Oui. le même rite existait, mais on l'appelait le sceau. Ah, le sceau, mais qui a presque disparu. Il n'a même pas presque totalement disparu. C'était un rite d'initiation pour passer de l'adolescence à l'adulte. Parce que quand tu avais réussi ces épreuves-là, Oui. selon le carnaval, le code mis en place, tu étais capable d'assurer, d'encadrer une famille, donc de te marier, de faire des enfants, de les encadrer pour qu'ils deviennent également des hommes. Aujourd'hui, ça a disparu. Et ce n'était pas seulement ça. Tout autour de ça, pour encadrer les hommes, il fallait avoir certaines connaissances que les patriarches vous inculquaient. Lorsque vous avez affaire... Nous sommes dans ça, il faut qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs, aux internautes, nous sommes dans ça parce qu'il a dit qu'on ne peut pas prendre l'élément monétaire de manière isolée. Mais nous allons y revenir. Vous continuez. Alors, l'élément monétaire, il a parlé de... Ça veut pas dire, nous, on avait aussi notre monnaie, qui n'était pas forcément celle que l'Occident nous a imposée. On avait une monnaie. Oui. Mais tout ceci a été dilué. Parce qu'on ne pouvait rien contre les armes. Nous avions... On pouvait rien contre les armes. Et je vous rappelle, Aimé Césaire le rappela et disait Oui. que la malchance de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur le chemin de l'histoire. Je parle sous le contrôle de mon compagnoniste. Oui. La malchance de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur le chemin de l'histoire. Donc la monnaie même qui existait a été défaite. A été défaite. Et elle avait une valeur. Il y a même quelqu'un qui m'a rappelé que le franc CFA avant l'indépendance était supérieur au franc français. Quelqu'un me l'a dit. M'a fait cette révélation en voyant un patriarche quoi. C'est pour ça que vous trouvez dans l'histoire du Cameroun des gens qui ont contribué avec de l'argent du Cameroun à financer la guerre en France. Il y en a. Tout à fait. Il y a des Camerounais qui ont financé la guerre, qui ont apporté leur soutien à Puisque De Gaulle a fait le tour ici avant. Il y en a. Il y a même un homme qui revient sur le nom d'un certain Swan Joro Mvogo, du côté du pays des États là, Oui. qui était déjà milliardaire. On dit que c'est lui le premier fondateur de la CCC. Moi, je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on dit. Donc, la question de la monnaie est essentielle. Elle est essentielle. Et c'est une question... C'est-à-dire que dans ce grand ensemble, la question de la monnaie est essentielle. On y Elle revient. est même existentielle. Elle est existentielle. Tant que vous dépendez, votre monnaie dépend du bon vouloir du néocolonisateur. Je vous rappelle que la France est présente en Afrique francophone depuis 7 siècles, depuis la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. Et la France s'est offert tous les outils nécessaires sur le plan des sciences sociales pour dominer l'Africain mentalement. L'aliéner, comme vous avez dit. L'aliéner. C'est pour ça que nous sommes là. Je vais prendre un exemple qui pourrait vous surprendre. Il y a un pays qu'on appelle le Botswana, dont la principale ressource, c'est le diamant. Ce pays a sa monnaie. Est-ce que vous savez que le Botswana est en train de construire une ville comparable à Dubaï, dans le désert des Kalahari? Rien qu'avec le diamant L'exploitation... et ayant sa monnaie. Puisque, si tu veux, le diamant... Ça veut dire qu'à côté du travail dont il a parlé, oui, vous êtes en train de dire que la monnaie, normalement, devrait se garantir sur les ressources. Sur les ressources. Ok. Et le Botswana, ce n'était pas un pays très vaste. Hein. Il était même à un moment donné passé là, c'est pour le désert de Kalahari.
disait même qu'il est aride, mais ils ont transformé leur pays. C'est l'une des plus belles capitales. Le Botswana a le même niveau de vie, le même PIB que le Portugal. Pourquoi? Parce que leurs politiques sont des politiques audacieuses. Ils ont décidé d'exploiter, de transformer leurs diamants. Si tu en as besoin, tu prends ton jet privé, tu viens acheter sur place et tu vas avec un produit fini. Ils ont mis en place tous les outils sur le plan de la formation, de l'éducation et autres. J'aime souvent, parce que ça concerne mon pays, le Cameroun, laissons le pétrole, le gaz, rien que le bois tropical. Donc si on construisait le même système. Le même système, avec une monnaie, c'est important. Oui, avec une monnaie. Mon compagnonniste me fait comprendre que la monnaie est un élément résiduel. La monnaie est un facteur de souveraineté économique. Il a pris l'exemple de son professeur, qui est d'ailleurs un camarade de classe, et un collège local, le professeur Nanfa. On se connaît très bien. On se respecte mutuellement. Quand vous sortez, je vous ai pris un exemple dans le truc de jeu. Dans un billet de 10 000 francs CFA, c'est gars dans votre poche. Quand vous êtes sorti de l'espace franc CFA, de l'Afrique centrale, comme nous sommes en Afrique centrale, vous arrivez à l'Afrique de l'Ouest, ça n'a plus de valeur. Il a même dit ça. Et quand vous arrivez dans l'étranger, pardon, faites cadeau à un collectionneur. Parce qu'il est là collé, ça ne peut pas vous dire que bon, voilà ce qu'on appelle monnaie en Afrique francophone, dans tel pays. Et si ça ne fait pas honte, ça? Ça fait honte, mais les gens parce sont qu'il faudrait qu'on parle, docteur Dame, docteur. Est-ce que ça ne fait pas honte que... L'élite est aliénée au point où elle est résolument à la solde du bourreau. Parce qu'elle est victime du syndrome de Stockholm. C'est pour ça qu'il faut une révolution culturelle. Une révolution culturelle qui te permettra de te reconnaître comme étant ce que tu es, étant ce que je suis, et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas mis en place les outils, et c'est pour ça que le PUR, dans son programme politique, met davantage l'accent sur la restitution mémorielle, les repères historiques. Il n'y a aucune école au Cameroun où on vous enseigne l'œuvre et la mémoire de nos illustrés disparus, encore qu'on ne les connaît même pas. Mais attendez, je vais quand même, permettez-moi cette digression. Bon, peut-être je reviens chez Pascal. On dit quand on célèbre, on n'a pas eu ces affaires dans le discours public. Même si jamais, parce qu'il y a quand même cette affaire-là. Il y a cette affaire de vacuité, de la capacité, comme le pose le PURS, de poser ces problèmes sur l'espace public. De manière frontale. Et de manière frontale. Il faut toucher les questions de parce que voilà, faut sortir du cosmétique. Nous avons le privilège de voyager un peu, de vivre notre expériences. Je vous assure que le Cameroun est trop riche. Mais le Cameroun souffre d'un éclairage colonial dont il faut se débarrasser. Si les hommes politiques ne sont pas capables de nous dire la vérité parce qu'ils sont corrompus. Non, le Dieu c'est là pour nous dire la vérité. Nous, on vous dit la vérité. Moi, j'ai des fréquentations. Je fais la Russie, je fais certains pays de l'Europe de l'Est. Mais je sais que j'ai vu là-bas, j'ai vu des expériences. Vous pensez que la Russie est plus riche que le Cameroun? Si. Pourquoi? Parce que le Russe est russe. Le Russe sait qu'il est russe. Le Cameroun n'est pas riche, c'est pas parce que le Cameroun n'a aucun lien intime avec la nation camerounaise. Tous ces pays-là ont construit le sentiment d'appartenance à une nation. Et tous les citoyens se reconnaissent à travers. Et par exemple, la monnaie est donc... La monnaie en fait partie. Quand la Russie a son rouble, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez des dollars dans un supermarché, vous pouvez faire aucun achat? Vous ne pouvez pas. Il faut les changer. Il y a des guichets, il y a des échanges partout. Vous devez les changer en roubles. Parce qu'aucun commerçant risque de prendre le dollar dans un supermarché ou dans un magasin ou dans une pharmacie. C'est ça qu'on appelle la culture nationale. C'est ça qu'on appelle la défense des intérêts de son pays. Et tous sont formatés parce qu'on leur enseigne cela à l'école. Nous, on a le plus de l'école primaire. Lorsqu'on arrive, on fait un piquet d'honneur, on chante, les petits-enfants se mettent à chanter, mais on ne comprend pas exactement. Parce que nous ne sommes pas russes, même si on comprend bien, on parle un peu, mais à un moment donné, on est un peu perdu. C'est là où celui qui nous accompagne nous explique ce que ces petits bambins chantent. La Russie est le plus grand pays au monde. À 6 ans, 56 ans, la Russie est le plus grand pays au monde pour qui chaque Russe est prêt à donner sa vie. C'est des chants patriotiques. Pourquoi entendre ça au Cameroun? Alors, on a donc un problème fondamental. Problème fondamental, oui. De nous reconnaître comme étant des Camerounais
sur la base des valeurs. Et ces valeurs, il faut les ressusciter parce qu'il y en a, mais elles sont occultées. J'ai parlé tout à l'heure des référents. Donc, vous pensez qu'un enfant ne voudrait pas ressembler à Senda Fana, qui est quand même le père de l'économie moderne. Dont on parle ici actuellement, la question de la monnaie. La question de la monnaie, c'est lui qui crée c'est lui qui pense à une monnaie à 57 alors qu'il vient d'être diplômé, il vient d'obtenir son doctorat d'État en sciences économiques dans une université française. Nous sommes en 1957. Oui. Il parle d'une monnaie qui s'appelle l'Afrique. Les autres vont lui envoyer le pas, mais il va mourir dans quelles conditions? Tout à fait. Donc, on enseigne pas à l'école leur mémoire. Vous voulez que les enfants se réfèrent à qui? Nous, c'est parce que nous faisons un travail qui nous oblige, et selon nos approches idéologiques, à nous intéresser à la recherche. Merci. Voilà. Merci. Alors, Pascal, je crois que là, Dr Ndam a quand même été éclairé suffisamment dans cette affaire. Et la vision du PURS, qui reste fondamentalement une vision de rupture, ancrée donc dans ces éléments qui sont la mise en place des éléments mémoriels, c'est-à-dire de l'histoire, mais au fond, la question de la monnaie reste essentielle. Pascal Oya. Oui, mais Hubert, moi je veux saisir au bon la sortie du docteur Ndam parce que, le docteur c'est un jeune, vous pouvez le constater de visu que c'est un jeune. Et aujourd'hui, le représentant du PURS sur le plateau est là parce que le leader du PURS, dont il défend les idéaux, est jeune. Oui, c'est un jeune, voilà. Alors, moi je parle de la jeunesse, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure, que ce soit du DP Kodo ou alors du docteur Ndam, qui sont très importantes. Et je vais peut-être vous surprendre en le disant, mais je dois le dire. Oui. Parce que pour moi, j'ai souvent, et très souvent d'ailleurs, eu l'impression que après les esclavages ou l'esclavage, après les colonisations ou la colonisation, les prédateurs qui sont ceux-là qu'on connaît, dont les impérialistes, ne pouvaient pas s'arrêter en si bon chemin pour nous dire que l'esclavage est fini puisque ça leur donnait beaucoup d'argent. Et ils ne pouvaient pas non plus aussi s'arrêter du jour au lendemain pour le plaisir des Africains pour dire que la colonisation s'arrête. Puisqu'ils ne l'ont pas fait ailleurs. Une stratégie, ils sont dans la stratégie de la continuité parce que vous n'avez qu'à faire, à observer comme moi sur le plan éducatif. L'éducation, aujourd'hui, surtout en Afrique francophone dont nous sommes les résidents, a quelque chose je veux dire carrément de défaillant en ce que l'enfant qui va à l'école, même jusqu'en terminale, ne sait pas pourquoi il va à l'école. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi-même, pour avoir été sur ce processus-là, j'allais parce que je voulais faire plaisir à mon père. Que j'ai le bac, comme ça le père sera content. Après l'université, on verra. Pourquoi je le dis? Monsieur Kodoni disait tout à l'heure que... Donc, défaut d'orientation. Défaut d'orientation. Et moi, je souhaite, parce que tout à l'heure, en dressant un tout peu comment on dit, le projet de société du PURS, où il nous fait part du fait que dans leur agenda, il y a la question de souveraineté, il y a la question de monnaie. Tout à fait. C'est une il y a la question d'éducation. Il y a une question d'éducation. Mais dans le sens de la rupture. Effectivement, parce que, en fait, ce n'est pas des questions faciles à gérer. Ce n'est même pas des questions faciles à aborder avec les populations camerounaises de l'heure. Pourquoi je le dis? Le Cameroun, c'est un pays où les gens sont très ambitieux. Je ne dis pas que les autres ne sont pas, mais pour nous, les Camerounais, nous savons le genre de sacrifice. Quand on veut quelque chose, comment on s'y met pour atteindre nos objectifs. Tout à fait. Il y a quelques années, le Cameroun était référence sur le plan éducationnel, ici en Afrique. Tout à fait. Et ça n'allait pas seulement en comparaison avec l'Afrique francophone, ça allait avec toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. On savait que les Camerounais, les gens sont allés en Libye à l'époque, où les Libyens leur disaient, mais comment vous avez un pays verdoyant, des gens très intelligents, mais pourquoi vous êtes toujours en difficulté, vous êtes en arrière? Tout à fait. Mais on est en arrière parce que, quelque part, on ne sait pas comment on peut se convaincre nous-mêmes
Et quand je le dis, je vais aller directement contre la sortie du docteur Ndam tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas avoir sa monnaie au préalable. Parce que lui, il se méfie des propos des politiciens qui veulent nous vendre, entre guillemets, du vent par rapport à la monnaie. Oui. Mais moi, je veux qu'ils comprennent une chose. Même le Nigeria, qui a une puissance économique aujourd'hui, Oui. à un moment donné, a décidé de sa monnaie sans avoir une économie convaincante. Qui a été même saboté en principe. Le Ghana a fait pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que, docteur Ndam, vous êtes jeune. Il faudrait que des jeunes comme vous, ou moins que vous, qui vous regardent en exemple, commencent à comprendre que si aujourd'hui vous avez par exemple réussi, qu'ils se disent que pour réussir, il faut faire des efforts. Et dans l'effort, on peut échouer, on peut trébucher, mais il faudra se relever pour essayer. C'est pour cela que moi, je veux dire que si le PURS est en train de nous parler de son programme politique aujourd'hui vis-à-vis de la monnaie, c'est une très bonne chose. Et je voudrais seulement que le président du PURS, comme l'élection Serge Espoir Matomba, le secrétaire national, par rapport à la campagne politique qui va lancer bientôt de façon officielle, qu'il puisse prendre ce programme-là et qu'il puisse le diffuser au maximum pour que les Camerounais commencent à s'imprégner. Ça va vous étonner. Je vous relance et vous gardez le fil. Oui. Mais moi, j'ai eu un sentiment de honte tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, on vous dit, et ça c'est vérifiable, puisque nous l'avons vaincu. Quand vous sortez, le franc CFA devient un chiffon, quelque chose que tu peux aller coller là. Mais comment expliquer que des personnes raisonnables, des personnes conscientes, ils ont fait des études, on a des agrégés au mètre carré et autres. Comment expliquer que ces mêmes personnes se soumettent à cette affaire au quotidien, c'est-à-dire en voyageant, puisque tous voyagent, se soumettent à cela? Effectivement, moi je comprends ta préoccupation, mais en même temps que tu es préoccupé, dis-toi qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne vont même pas comprendre pourquoi tu t'en préoccupes. En effet. Aussi important que tu le dis et que tu essaies de l'expliquer pour nos auditeurs qui nous regardent à travers le monde, il y en a qui vont se demander de quoi est-ce que tu te mêles. Parce qu'ils ne connaissent même pas le problème qui est celui-là. Mais peut-être donc c'est ceux qui osent en parler sont minoritaires. Je reviens vers vous, on revient vers vous, Pierre Claver. À une réforme profonde du système éducatif. Le système éducatif est inspiré du néocolonialisme et il reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. Il reste en vigueur dans nos écoles. Excusez-moi, le terme il peut être violent parce que les gens ne veulent plus se cultiver. Oui. Les connaissances qui sont les nôtres ne sont pas forcément ce qu'on nous a enseigné à l'école, ce sont les connaissances qu'on a acquis, vous convenez avec moi, dans des recherches personnelles, dans le cadre de notre métier. Les gens doivent ouvrir l'esprit. Les gens doivent toujours se remettre en question, se dire, mais écoute, pourquoi est-ce que par exemple au Nigeria ça va mieux qu'au Cameroun? Bon, on va tenir compte de tous ces aspects-là, sur la monnaie, sur la souveraineté, sur même la gouvernance publique, voyez-vous. Donc tout se joue au niveau des programmes scolaires qui sont en vigueur chez nous. Lorsqu'on vous a enseigné, on vous rappelle que vous êtes Mamadou Ibinita, sont devenus grands. Mais quand ils sont devenus grands, ils n'ont pas le niveau d'accès à l'université. C'est-à-dire, vous savez, vous allez écrire, vous savez même réciter, je ne sais pas quoi, mais votre cerveau est resté un cerveau neuf, parce qu'on n'a pas exercé votre cerveau à faire du brainstorming. Alors, c'est pour ça que vous verrez, sans manquer de respect, parce que nous avons des enfants qui sont également qui ont des gros diplômes, moi j'en ai. Mais pour que ces enfants essaient de se remettre à niveau, il faut qu'on ait règlement des échanges. Là, tu sais, moi je sais pas, on doit échanger, parce que des fois, il y a des problématiques que même leurs enseignants, parce qu'ils sont influencés par le système, sur lesquels leurs enseignants ne peuvent pas les éclairer. Et là, ça cause un problème. Ça cause un problème très sérieux. Si mon enfant n'a pas dans la chance d'avoir un parent éclairé comme moi, vous imaginez bien qu'est-ce qu'il deviendra. Il va continuer à gober tout ce que son professeur lui raconte, et à la fin, il va devenir un automate. Un automate qui fonctionne par rapport à ce que son professeur lui enseigne d'abord. C'est un gars qui est prêt à tricher. Oui. Parce que moi, je connais qui sont prêts à tricher, mais si tu dis à ton enfant qu'écoute, mets-toi dessus, ne triche jamais, ton fils va t'écouter, il ne trichera jamais, il va travailler dur, sachant que tu lui apportes tout le soutien. Aujourd'hui, compte tenu toujours du système, de la déconstruction de la société,
peu de parents ont même le temps de s'occuper de leur progéniture. Donc nous sommes dans un défi majeur. Nous sommes là face à un défi majeur dont dépend... Et existentiel, comme vous avez dit. Voilà, dont dépend même notre existence. On parle de l'éducation. Et l'éducation est à la base de tout. Donc notre projet, nous allons remettre à plat. Nous allons procéder à des réformes profondes de tous les systèmes, dans les accords de coopération. Tout ce qui va participer à l'animation de la République sera remis à plat et sera remis, c'est le premier chantier que nous avons fait. Parce que si le système éducatif correspond à nos idéaux de développement, à nos idéaux de souveraineté, d'ici 5-10 ans, vous aurez de nouveaux Camerounais. Alors, est-ce qu'un projet comme celui-ci ne pourrait pas fédérer l'opposition? Hubert, comment je veux dire, ce que vous demandez là, c'est comme si vous avez posé une question dont tout le monde avait la réponse, parce que c'est une question relativement facile à répondre. Que non. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans nos sociétés aujourd'hui, les gens ne vont pas immédiatement adhérer à un programme politique juste parce que quelqu'un est éloquent, ou il est édifiant, il a bien expliqué son programme. Dès lors qu'il a expliqué dans les détails, on a compris, on adhère. Mais on parle ici d'un projet qui pose essentiellement les questions existentielles. C'est-à-dire que notre existence en dépend, notre avenir en dépend, parce que si nous ne le faisons pas, on continue à être des esclaves et des pauvres. Effectivement, c'est pour cela que quand j'ai dit ce que je disais tout à l'heure, j'étais en train de vouloir ajouter un bémol à ce que je disais pour dire que la question qui va donc se poser par rapport à ces concitoyens face à ces programmes politiques, plus particulièrement, puisqu'on parle du plus aujourd'hui, c'est que les Camerounais, dans leur vaste majorité, vont émettre des doutes. Pourquoi ils vont émettre des doutes? Un, par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue. Parce qu'une éducation qui n'est pas compétitive, c'est une éducation qui ne va pas donner de grands fruits à l'avenir, comme ce qu'on est en train de voir là. Puisque tu vois que, comment est-ce que jusqu'en 2025, il va falloir qu'on prenne les éléments comme Mao Tse-tung avec la grande marche, c'est-à-dire on vous dit ceux qui ne veulent pas marcher. Et puis... le drame dans cela, c'est quoi? C'est que, et je passe le contrôle de mon jeune frère, qui est un intellectuel, c'est que quand un individu ne comprend pas ce qui se passe, il est très manipulable. Et que l'ennemi, qui est l'impérialiste, lui, c'est sa banque de données là-bas. Parce que quand il a plus de gens, vous avez vu comment les pays du Sahel ont souffert à un moment donné. Et figurez-vous que pour l'instant, avec tout ce qu'ils ont mis comme paquet, les terroristes, entre guillemets, ça a quand même, on n'est pas c'est pas un miracle, on constate tout ce que ça a un tout petit peu baissé par rapport à ce que ça a été il y a 2 ans. Donc, ces impérialistes-là vont donc recruter dans cette masse-là pour déstabiliser ceux-là qui viendront avec des projets monétaires. Effectivement. C'est pour cela que moi, je crois qu'il est important, et je le dis ici, sur Mondo Vision, que les Camerounais qui nous écoutent, franchement, ayez un tout petit peu de recul. Donnons la chance là aux jeunes, parce que ces jeunes-là ont une vision autre. D'autres me diront que non, mais tu sais, les jeunes, ils n'ont pas d'expérience ici. Non. On n'a pas forcément besoin d'expérience parce qu'un jeune qui est leader peut avoir des conseillers qui sont âgés et construire avec eux. On ne rejette personne. C'est pas pur, cela. Mais je suis sûr qu'avec un jeune au devant de la scène comme président de la République, les Camerounais seront plus respectés, ils seront plus écoutés. Et on prendra un tout petit peu de recul quand il s'agit de leur donner la parole à écouter ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est mon point de vue, vu mon expérience et mes marches que j'ai faites dans le monde, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Tout à fait. Alors, docteur Ndam, vous avez compris, Pierre Claver-Nkoul, vous avez dit c'est votre papa, c'est un vieux de la vieille. Vous comprenez qu'il comprend votre préoccupation, mais en réalité, il vous ramène sur le fait que la monnaie, c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une souveraineté monétaire, vous ne pouvez absolument rien faire. Et que pour cette monnaie-là, en dehors de la production dont vous avez parlé, il y a d'abord la question des ressources
sur laquelle cette monnaie peut être adossée, parce qu'on sait le dollar était adoré à l'or, je crois, mais à un moment donné aujourd'hui, hein, c'est une monnaie qui est fluctuante, qui n'est même adossée sur pratiquement rien. On pourrait même dire qu'en principe, elle a adossé à l'économie de l'armement et de la militarisation permanente du monde, et de l'arme de la terreur. Alors, est-ce que aujourd'hui, en tant que jeune, vous ne trouvez pas que c'est honteux pour vous et pour les leaders que vous avez présentés de prendre l'avion au Cameroun, et parce qu'il a oublié 1 million de francs dans la poche et qu'il va jeter cela ou aller coacher ça quelque part parce que ça n'a plus d'utilité, docteur Ndam, c'est quand même honteux. Et que ces mêmes professeurs-là qui nous parlent et tout ça n'arrivent pas à poser ce problème fondamental existentiel sur la table. Bien, vous savez, j'ai bien écouté ce que mes aînés ont dit. Oui. Je vous ai dit que chaque fois que je suis sur le plateau, j'apprends beaucoup. Oui. Maintenant, la vérité est une chose, la réalité en est une autre chose. C'est-à-dire que la vérité, elle est conceptuelle. C'est-à-dire qu'on peut développer des choses, mais maintenant, quand il faut les mettre en application, on entre dans la phase de la réalité. C'est là où il y a tout le problème. Je vous ai dit que les hommes politiques, moi je les écoute beaucoup. C'est-à-dire que pour chercher à percer le mystère, c'est-à-dire que dans leurs projets, tout comme les hommes religieux. Maintenant, je vous ai dit l'autre jour qu'il faut déconstruire tout le système. Et pour il est d'accord qu'il faut déconstruire tout le système. Mais en réalité, lorsqu'on suit l'historicité de ce mouvement, on comprend qu'il y a eu 2 éléments clés que, par exemple, pour aliéner l'Afrique, la puissance occidentale a utilisé. Oui. Le canon et la monnaie. Oui. C'est-à-dire le canon qui fait peur, la monnaie qui en réalité retient et rend servile et exploitable. Je réitère mes propos, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que, d'ailleurs c'est une parenthèse que j'ouvre. Si vous voulez avoir un modèle de société cohérent et bien organisé, allez à Fumbal, dans le département du Nord. Vous voyez comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire comment les valeurs africaines sont respectées, comment on respecte les parents, comment on respecte les aînés. On étudie le franc CFA là-bas. Oui, il y a eu une monnaie, à un moment donné, il y a eu une monnaie, ou même on parlait dans le département du Nord. Mais Faites des enquêtes. j'ai fait des enquêtes, je dois même vous dire que je suis allé dans les profondeurs de l'enquête pour trouver que l'écriture du roi Njouya n'était pas simplement l'écriture, c'était toute une autre vision. Toute une philosophie. Oui, mais maintenant, le problème c'est que le franc CFA est utilisé là-bas. Donc même si c'est organisé n'importe comment, il y a cette dépendance-là. Monsieur Etumti, oui. Vous savez, si vous remarquez bien, j'aime toujours vous appeler Etumti, parce que c'est votre nom. Oui, oui. C'est ça qui fait votre identité, c'est pas monsieur Hubert. Vous voyez, si vous ne reconnaissez pas cela au départ, parce que tout est d'abord, c'est-à-dire qu'on manipule l'homme d'abord au niveau de sa conscience. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris votre raisonnement, lorsque quelqu'un est assis dans votre cerveau, c'est-à-dire il réfléchit pour vous. Oui. Je vous dis que cette histoire a commencé avec la religion. On a déconstruit l'Afrique Avec la religion. On a déconstruit Le pur, c'est en réalité dans ça. C'est pour ça qu'il prône la rupture. C'est pour ces raisons que je dis, quelqu'un comme moi, si on me mettait, ou bien on faisait de moi chef de l'État aujourd'hui, j'interdisais toutes ces religions. J'ai fermé toutes les églises, je suis musulman. J'ai fermé toutes les mosquées au Cameroun. Parce que ça veut dire que vous êtes dans la même vision avec le bien, plus. tout à fait, je suis d'accord avec le plus. Qu'il faut, c'est-à-dire que enlever systématiquement tout ce qui vient de l'Occident. Si vous ne pouvez pas être vous, c'est-à-dire que chercher à être vous et chercher à être quelqu'un d'autre en même temps. Vous savez, prenez un exemple, puisque nous parlons de la monnaie. Hier, je vous faisais remarquer qu'au Cameroun, il y a 6 000 pèlerins qui sont allés à la Mecque. Et chaque pèlerin a payé 3 500 000. 3 500 000. Nous sommes en économie. Faites 6 000 pèlerins fois 3 600 000. Ça se chiffre en milliards.
pour un pays extrêmement pauvre et endetté. 18 milliards. Nous sommes dans l'autre 18 milliards. Alors, c'est chaque année 18 milliards. Sans compter encore d'autres taxes qu'on va vous imposer, parce qu'en fait, quand vous parlez de 3 500 000, c'est ce que vous partez verser. Mais en dehors de ça, il faut faire le passeport. Il faut. Maintenant, vous pensez que les 18 milliards que nous partons donner au nom de la religion ne peut pas nous servir au Cameroun? Vous pensez? C'est non. Je veux dire, peut effectivement nous servir parce que ces 18 milliards représentent beaucoup à condition que... Mais vous êtes quand même d'accord avec Pierre Claver sur la vision du PURS de ce que il y a des ressources qui sont nos ressources et sur lesquelles, comme l'exemple du Botswana dont il a cité tout à l'heure, on peut adosser une monnaie et cette monnaie-là ne souffrira de rien. Je vous ai dit, M. Toundi, que le problème de l'Africain, c'est d'abord lui-même. Oui. Ça, personne ne peut m'enlever ça. C'est une construction. Oui, c'est-à-dire que le problème de l'Africain, c'est d'abord lui-même. Oui. Vous voyez, quand vous parlez de trahison, de ceci, de cela, ça veut dire qu'au sortir de ce plateau, on va venir me dire que mon papa, comme il est au puce, peut-être je suis dans tel parti politique et mon ennemi juré. Oui. Et on convainc l'Africain, on amène l'Africain à régner son propre père, parce qu'il appartient à un parti politique autre que le sien. Ou bien on va dire le grand frère, que je respecte beaucoup, qui est en face de moi, parce qu'il lui est musulman, Oui. je suis chrétien. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont nous fracturer même la société. Et dès lors que cette société est fracturée, l'économie ne va pas tourner. Quelle que soit la monnaie que vous allez nous donner, ça ne va pas fonctionner. Ah, donc vous liez l'économie à la transversalité de la société. Je vous prends l'exemple terre à terre. Moi, j'aime le terre à terre. Je viens de Kotamo, plus précisément d'un village qu'on appelle Jitapon. Jitapon est à la lisière, ou si vous voulez, un jet de pierre du nord-ouest. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous êtes chez nous, vous communiquez de l'autre côté de la rive avec nos frères. L'Occident a réussi de nous faire comprendre que quand vous êtes anglophone, vous êtes l'ennemi du francophone. Vous voyez? La France, pas l'Occident. Bon, moi je ne sais pas où ça vient. Moi je n'ai Pas pas l'Occident. Un autre élément. Je n'accuse pas, puisque même c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a sa philosophie. C'est-à-dire que le français est un ennemi. C'est-à-dire que quand il faut partager le gâteau, tant qu'on trouve la France... Et c'est tout ça qui fait des fractures. Ça fait des fractures, puisque je prends l'exemple terre à terre. Allez, vous faites une enquête là chez nous. C'est-à-dire que l'anglophone, parce que moi, ma famille est constituée de 60% d'anglophones. 60%. Mais quand nous nous retrouvons, je vois qu'il y a une certaine méfiance au sein du même famille. Au sein du même famille. Alors s'il y a déjà la méfiance, et que nous partons, c'est-à-dire que Dieu a fait par son miracle que nous naissons dans la même famille, et que les gens viennent nous diviser, je pense difficilement qu'une monnaie peut promouvoir. Mais est-ce que la vision politique du PURS, dans ce sens-là, n'est donc pas un remède qu'il faut donner maintenant à tous les Camerounais là, pour comprendre qu'il faut sortir de ces fractures. Comme il disait tout à l'heure, vous partez en Russie, vous trouvez un enfant de 6 ans qui vous dit que la Russie est le plus grand pays du monde. Et est-ce que c'est pas ça vers ça qu'il faut agir? Je suis d'accord, totalement d'accord avec le plus. Tout à l'heure, mon papa a si bien relevé qui a été également joué par le grand frère, que l'éducation aujourd'hui, Cameroun ne sert plus à rien. Voyez? Et ça, je l'assume. Ou bien je le dis directement pour ceux qui m'écoutent. C'est-à-dire que nous n'avons plus de niveau. L'école qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on a réduit peut-être, on a divisé par 1000. Divisé par 1000. Vous savez, puisque nous sommes sur un plateau panafricain, il faut dire les réalités telles qu'elles sont. Ou les réalités africaines. Et que nous avons un candidat panafricaniste, souverainiste, qui est dans la posture de la rupture. Puisque papa, peut-être, sait-on jamais, le plus peut gagner cette élection. On ne sait jamais. Mais je vais dire à mon père d'aller par exemple à Soie, à l'université d'Yanguédieu. Il pour faire cette enquête. Vous avez remarqué que on va vous appeler docteur. Vous avez écrit votre thèse en 6 mois. 6 mois pour faire la thèse. On se demande à quel moment vous avez fait des recherches. Et parfois même... Est-ce qu'en 6 mois vous pouvez écrire une thèse? Mais je dis que j'ai fait 12 ans en soi. C'est un produit de soi. Oui, j'ai fait 12 ans en soi. D'ailleurs, j'ai ma thèse là, j'ai fait 5 ans pour écrire ma thèse.
Parce que mon directeur m'avait dit, lorsque vous faites une thèse, c'est un document qui va vous suivre toute votre vie. Toute votre vie. J'ai mes camarades de classe, ce n'est pas pour les saluer, qui ont rédigé leur thèse en 6 mois. Ils ont soutenu l'année qui suivait. Je me suis posé la question, c'est-à-dire, ils ont commencé à écrire leur thèse en première année, c'est-à-dire que pour finir en année de doctorat, ou bien c'est toujours en 6 mois, je n'ai jamais compris. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette éducation est diluée, parce qu'on ne nous donne pas toujours, c'est-à-dire que l'éducation qui doit être la sienne. Par exemple, Oumniobé, par exemple, allez faire une enquête sur le terrain. Les jeunes comme nous le connaissons. Alors le PUR se porte l'idée de la conscientisation avec le podolisme, c'est-à-dire de Oumniobé. Tous ces nationalistes, nous devons citer. Tout à fait. Oumniobé, Roland Moumier, les Féa, toutes ces gens. Il faut m'aller au-delà d'eux, parce que si on vous parle du Lami de Petit Bati, qui est mort ici à Douala pendant la population en Marsan, parler du roi Djoya, par exemple. Le roi Djoya qui a été déporté à Yaoundé. Le roi Djoya, bien son père, il y a qui a inventé l'écriture à Yaoundé qui s'appelait Mba Bissogo. Mba Bissogo, ça c'est les premiers résistants contre la pénétration allemande. Et donc, dans les noms, c'est facile. Ils sont pleins, c'est des dizaines. Très souvent, on va vous parler de Maïben dans le Mbam, qui parle de lui. Pourtant, il est mort ici à Douala, de suite d'une grève de la faim, sous l'époque allemande. Voilà, ils sont là, mais c'est des gens qui doivent vous expliquer, qui doivent expliquer la société. Mais leur mémoire est aux oubliettes. Pendant ce temps, on dépose les statuts du général de Gaulle, général Leclerc, donc la victime consacre le bourreau. Et c'est ça qui est en grande partie... La victime consacre le bourreau. Quand vous allez à Bonanjo, vous voyez la statue de général Leclerc. Alors, moi, ma question revient, vous allez peut-être terminer, et le représentant de Serge Estroise Matoumba va revenir. Ma question demeure, peut-être Pascal a dit tout à l'heure que les gens ne vont pas me comprendre, mais ma question demeure. Mais attendez, est-ce qu'il faut percer les yeux aux gens pour qu'ils puissent voir, ou que les consciences pour comprendre? Parce que là, on est en train d'évoquer des choses très sérieuses et très fondamentales, mais le discours public, par exemple, celui de 4-5 mois, c'était sur le mandat impératif. Alors qu'il y a ces problèmes de fond. Le discours, notre discours là, c'était les questions de représentants et autres. Alors qu'il y a ces questions de fond. On a trimballé les Camerounais pendant tout. Est-ce que pour vous, docteur Ndam, est-ce qu'il ne faut pas, avec votre jeunesse, avec le PUR, sortir pour parler de ces choses qui sont fondamentales? Une fois, je remercie également le PUR parce que c'est une question substantielle, ou un problème très profond qu'il faut l'aborder avec beaucoup de sérieux. Pourquoi je le dis? Parce que, vous voyez, lorsque vous vous consultez le programme politique de certains leaders de l'opposition, vous allez facilement comprendre pourquoi le NDPC les gagne. Facilement. Je dis facilement. Facilement. Pourquoi? Parce que cette opposition, c'est pas pour dire que l'opposition ne travaille pas. Parce qu'hier, je vous disais que lorsque moi je vais faire l'analyse, je regarde toujours à moitié ce qui est plein. Maintenant, je vois ce qui est vide. Non, analyse phrase objective. Tous ces leaders-là, ils vont passer ici. C'est d'ailleurs, nos antennes sont ouvertes. On est en train d'engager une campagne pour que tous ceux-là, les 12 qui sont là, et même ceux qui veulent prendre la parole ici, qu'ils soient avec nous. Le grand frère, Eléné Kabalibi, permettez-moi d'évoquer son nom ici, avait écrit un ouvrage sur le fédéralisme communautaire. Papa Edoundi, le premier jour où j'ai lu et que je l'ai entendu dire que c'est ça qui va implémenter au Cameroun, j'avais dit à mon cousin, j'étais à Lopon, d'ailleurs chez Faroudi Marche, que je salue ce soir, je crois qu'il nous écoute à partir de Douala, tout à fait, à Lopon, mon poulain. Je lui ai dit, voilà quelqu'un qui est en train de préparer une bombe à retardement. Quand vous voulez, pour proposer un fédéralisme communautaire. Ça veut dire que la région Bamoun
devaient être autonomes. C'est-à-dire qu'on devait répartir le Cameroun à partir de leurs ethnies. Et étant donc à côté des sécessionnistes, j'ai facilement compris, et peut-être je me soupçonnais que peut-être le grand frère aurait eu des alliances. J'ai dit, les sécessionnistes, c'était pour fracturer le Cameroun. J'ai écrit au grand frère, je lui ai dit non. Pour ma part, nous avons fait un peu de droit, nous avons étudié le fédéralisme et les différentes variantes. Ce que vous proposez là est suicidaire pour le Cameroun. C'est même pas quelque chose. Vous le lui avez dit. J'ai écrit, il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Je lui ai dit, il faut enlever. Parce que moi, si vous venez par exemple me convaincre que c'est le fédéralisme communautaire, je ne vais jamais vous donner mon communauté. Jamais de la vie. Parce que vous êtes en train de me dire que... Est-ce que le PURS ici, là, vous êtes prêt à donner le bulletin? Je ne fais pas la campagne. C'est que moi, je valorise le candidat. C'est secret. C'est secret. Merci, allez-y, continuez. Vous savez, pour les prochaines émissions, les militants du PURS, si c'est le PURS qui est là, les militants seront ici. Ça dit, ils peuvent réagir et ainsi de suite. Il y a une chose que je voulais préciser, que j'admire sur ces grands frères. Parce que c'était un grand frère téméraire, courageux, d'ailleurs comme moi. C'est-à-dire qu'il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Quand il a commencé, fini, il ne renonce pas. C'est ça que j'admire sur lui. Et je lui ai dit plusieurs fois, grand frère, vous êtes mon modèle. Vous êtes un peu comme le Hugues Nobel de l'époque qu'on nous raconte. C'est-à-dire que quelqu'un qui pouvait mourir pour ses idées. Il pouvait mourir sur ses idées. Mais il y a eu une erreur, une œuvre humaine a toujours, c'est-à-dire que des limites. Il y a eu peut-être, ne puisse pas peut-être corriger cela, peut-être une erreur de jeunesse. Et c'est d'ailleurs... Et ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire fédéralisme communautaire qui va au fractionnement alors qu'il est question de rupture pour rassembler et fédérer. Et si vous remarquez, M. Papa Etondi, vous allez voir qu'après il a changé. Après, il a changé. Oui, il ne parle plus beaucoup de ça. Il ne parle plus beaucoup de fédéralisme communautaire. Et sur la question précisément, c'est là où je ne suis pas au niveau d'apprécier ou peut-être d'analyser les propos du professeur Canton, parce que c'était un maître. Le professeur Canton lui a posé la question sur la forme de l'État. Il ne s'est jamais positionné. Il n'a pas dit qu'il est pour, c'est-à-dire que de manière stricte pour le fédéralisme ou pour l'État unitaire. Je ne veux pas parler de lui ici. Est-ce que donc, vous l'avez vanté tout à l'heure, moi je ne dénie pas son mérite, mais est-ce que vous ne voyez donc pas la vacuité, je ne veux pas parler, non, là c'est la vacuité d'affirmation publique sur ces questions qui sont pourtant des questions essentielles, c'est-à-dire on est au Cameroun depuis 2016 dans une question publique de la forme de l'État et qui en réalité se pose de manière pratique, et vous trouvez donc un leader qui fait, excusez-moi l'expression, la politique de l'autruche là-dessus et ne se prononce pas. Ça me paraît risqué. Je ferai juste une explication pour qu'on avance, parce que là on est avec le pulse. Oui, Papa Etondi, vous savez, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a les meilleurs lois au monde. Les meilleurs lois au monde. Je vous fais remarquer que lorsque vous prenez par exemple la constitution du Cameroun, vous allez au préambule. Le préambule, il est écrit au préambule, peuple camerounais, fier de sa diversité culturelle et linguistique, élément personnel de sa personnalité nationale qui contribue à parfaire, mais décidément conscient de la nécessité de parfaire son unité. Je reprends. Peuple camerounais fier de la diversité ethnique et culturelle. Donc le préambule de la Constitution, établit déjà ça. Ça veut donc dire qu'en réalité, toute la bagarre, tous les bagarres qui se passent là, vous êtes publiciste, internationaliste, donc là, vous êtes dans votre élément. Toutes ces bagarres-là sont inutiles. Maintenant, Papa Etondi, quand on vient détruire, c'est-à-dire que cette première phrase, le peuple camerounais est fier de la diversité culturelle et linguistique. Nous sommes fiers de notre diversité culturelle et linguistique. Et que l'Occident vient nous dire, par exemple, qu'un anglophone, ou bien à mon cousin, que parce que je suis francophone, il n'est plus mon frère. Où est donc la fierté de cette diversité culturelle et linguistique? Et qu'on me dise également, parce que l'enseignement qu'on nous donne à l'université, c'est que, allez même asseoir, vous allez voir.
Vous allez voir que les anglophones sont marginalisés. Je l'ai dit sur votre plateau. Ils sont marginalisés. Avec le plus, on va revenir sur cette question, mais restons sur la question de la monnaie. Alors, comment, pour vous, vous pensez que, vous avez dit, c'est les Camerounais, en fait, c'est le problème des Africains, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas urgence, comme l'est avec le PURS, de sortir de ce carcan, de ce papier inutile qui nous colle même la honte et qui nous colle la pauvreté? Est-ce que ce n'est pas une urgence première? Si. Et d'ailleurs que j'ai fait ma thèse sur l'urgence. Oui. L'urgence demande les mesures conservatoires. Oui. Papa est tout dit, vous voyez, si vous voulez abattre un buffle, Oui. ne lui coupez pas seulement une jambe. Soit le buffle va partir et vous laissez une jambe, une demi-jambe, soit le buffle va vous tuer. Si vous voulez abattre le buffle, ça dit que visez-le par la face, vous l'abattez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est focaliser uniquement sur le problème de la monnaie. Moi, pas ça, parce qu'il faut déconstruire. Non, pas uniquement, parce que là, c'est une variante de la vision. C'est le thème qui est choisi aujourd'hui, parce qu'on veut le comprendre. Dernièrement, on parle de la vision politique, du programme politique. Mais aujourd'hui, on a pris un élément sur la monnaie. J'ai quand même envie que vous puissiez parler à vos jeunes compatriotes. Parce que les gens qui vivent dans les nuages et dans le rêve, et qui pensent que le franc CFA, c'est quelque chose quand vous l'avez, on vous dit que ce n'est rien. Hein? Et que c'est ça qui appauvrit. Papa et Tunti, je vous ai dit, la monnaie vient après. Pour ma part, d'abord, c'est le travail. D'abord, le travail. Vous voyez? C'est un peu... Donc vous faites appel au travail. D'abord le travail. Je n'ai pas dit que la monnaie n'est pas importante. Oui. C'est d'abord le travail. Je vous dis que même si aujourd'hui, vous créez une monnaie camerounaise, une monnaie africaine, et que les Africains ne travaillent pas, ça ne va rien changer. Faites, c'est-à-dire que, allez par exemple à l'ouest du Cameroun, vous allez voir que la manière dont la monnaie circule. Parce donc oui, vous êtes en train de dire oui, la monnaie, c'est-à-dire sortir de cette monnaie servile, appauvrissante, mais mettre en premier le travail, c'est ça? Le travail en premier. Moi, je voudrais demander, peut-être solliciter au PURS, c'est ça? Au PURS, oui. par exemple. Ça dit que d'armer le moral, l'armement moral des jeunes au travail, à l'assiduité au travail. Vous voyez? Et papa l'a si bien relevé, il a dit que quand vous êtes en Russie, les jeunes Russes de 6 ans chantent, ça dit qu'ils ont une chanson là-bas comme quoi la Russie est le plus grand État au monde. Oui. La Russie. Quand un enfant a grandi avec ça, ça dit qu'il a tous les éléments pour croire que même avec un doigt de banane, il peut survivre. Mais quand vous avez quelqu'un, ça dit que vous avez formé, à qui on donne tout, même si vous lui donnez n'importe quelle monnaie. Non, merci. Alors, Pascal Ouéa, on va vers la dernière ligne droite de cette émission. Oui, merci, M. Toundi, de m'avoir donné la parole. Et je rappelle que le PURS est notre candidat. Il est là en permanence pour tout ce qui va se passer avant, pendant et après la prochaine élection présidentielle. Et effectivement, c'est pour cette raison particulière même que je voulais revenir sur le détail que lui, le directeur de publication, M. Nkodo, et le docteur... Mais ici, le chargé des affaires politiques. Le chargé des affaires politiques au PURS et le docteur Ndambe a adressé tout à l'heure par rapport à comment est-ce que les sociétés des autres, quand M. Nkodo parlait de la Russie, il disait que les enfants là-bas, ils s'expriment déjà en conquérant parce que dès l'âge de 5 ans... À l'âge de 6 ans. Oui. Mais je veux juste ajouter un petit détail par rapport à ce qu'il dit, pour confirmer cela. Il dit que ce n'est pas une exclusivité pour les Russes. Oui. Je suis sûr que je ne suis pas encore allé en Chine, mais je suis sûr que cela il va de soi là-bas aussi. Oui, ça c'est clair. C'est pour cela que vous voyez cette dynamique-là s'est installée depuis quelques dizaines d'années. Aux États-Unis aussi, c'est pareil. Vous allez dans ces pays-là, les gens ont été éduqués comme ça. C'est pourquoi je parlais de l'éducation tout à l'heure. Puisque quand un enfant rentre à l'école, l'école est le creuset et un canal pour que le cerveau qui est en train de se développe d'une manière. Puisqu'il est en croissance, il est adolescent, il est enfant, il est adolescent, après il va être un jeune pour être
après un adulte. Donc pendant que le cerveau grandit ou grossit, on injecte des informations là-dedans pour que l'individu, une fois atteint son âge adulte, on est sûr que même s'il s'égare, il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est pour cela que ces gens-là parviennent à travailler ensemble, ils parviennent à s'asseoir et décider ensemble. Ce qui nous manque d'ailleurs ici dans nos pays africains. Et je crois que c'est par rapport à cela qu'il était en train d'adresser cette problématique-là par rapport à la monnaie, qui est notre sujet, le thème de ce soir. Parce que tant qu'on n'a pas fait ce réarmement moral-là, c'est sûr que beaucoup ne vont pas comprendre. Oui, beaucoup vont travailler seulement pour avoir l'argent, comme maintenant les gens vont travailler pour l'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, en fin de compte, on détourne cet argent. Détournement de fonds par-ci, détournement de fonds par-là, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Merci. Alors, on va donner la parole à tous et à tout honneur. On salue Serge Espoir Matomba qui me suit. Mais je précise que pour le programme La Vision Politique et les questions clés, on va faire le terrain, parce que les prochaines émissions, quand vous venez ici, on fera le terrain pour essayer d'entendre ce que les Camerounais pensent sur les questions, par exemple, comme celle-ci, parce qu'elle est encore en suspens. Avec tout ce qui a été abordé tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on aille voir ce que pense la maman, ou bien le jeune à l'université, ou bien dans la rue, ainsi de suite, et que prochainement, quand vous allez revenir ici sur cette question-là, qu'on ait ces éléments. Alors, on sort de cette problématique de la monnaie africaine, vous portez l'initiative et le projet, vous êtes parti de la réalité des accords lyonnais qui sont des éléments d'appauvrissement de l'Afrique, mais aujourd'hui donc, avec tout ce que vous avez suivi ici sur le plateau et même en ligne quand vous allez revoir l'émission, quel est le message que le PURS, que Serge Espoir Matomba, par rapport à cette question essentielle de la monnaie, pour donner pendant cette période préélectorale aux Camerounais, aux Africains? Oui, il faut bien restituer, rappeler aux autres que la monnaie fait partie des chantiers que nous comptons aborder. Lorsqu'on parle de la dénonciation des accords de coopération, la monnaie fait juste partie, c'est juste l'un de ces 11 accords. Le petit parlait tout à l'heure du travail. Les Africains ne sont pas paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Désolé, ils ne sont pas paresseux. Les Africains ont un problème. C'est un problème de formatage. Un problème de formatage. Je peux mieux parler de mon pays, le Cameroun, où 65 ans après l'indépendance, nous tardons à devenir une nation. Une nation, parce qu'une nation se définit par rapport à un territoire. Et donc ils travaillent, ils ont un problème de logiciel formaté. Voilà, un logiciel formaté, et à côté de ça, il y a la malgouvernance, parce qu'il y a des valeurs qui ne leur sont pas inculquées. C'est pour ça que la question d'éducation est fondamentale. Elle est fondamentale. Vous aurez même toutes les monnaies du monde. Mais si les populations, les masses critiques... Ah, c'est qu'il venait de dire. Si les masses critiques ne s'approprient pas cette monnaie-là, les objectifs liés à la conquête de leur bien-être, ce sera un peu comme si tu vas... tu donnes du fromage au cochon. C'est-à-dire le cochon va manger, mais il sait que c'est la nourriture. Il ne sait même, ne connaît même pas la qualité du fromage. Voyez-vous. Donc, il est question, pour nous, selon notre programme politique, de tout remettre à plat pour permettre aux Camerounais de s'approprier les véritables leviers de leur bien-être et de leur développement. Ça va passer par la diplomatie. Même si nous parvenons si nous accédons au pouvoir, on va dénoncer les accords. Ça va passer par la diplomatie. Même la diplomatie sera remise en question parce qu'aujourd'hui nous sommes représentés dans les institutions internationales par la France. Ça, vous ne le savez pas. C'est la France qui est l'ambassadrice des pays africains francophones. Notre voix ne porte pas la preuve. La France est à peine 60 millions d'habitants. Toute l'Afrique francophone, c'est, je ne sais pas, ça va dans les 200 ou 250 millions d'habitants, mais nous n'avons pas une place au Conseil de sécurité. Kadhafi a voulu aborder ce chantier pour le compte de l'Afrique, mais on connaît ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il est question pour nous d'associer les masses critiques, de leur faire... Les masses sociales. Les masses sociales. De leur permettre d'épouser notre vision pour qu'ensemble nous participons à des mutations profondes qui nous interpellent afin que nous devenions finalement une nation. Je vous ai dit, rappeler qu'une nation c'est une langue et un territoire. Le Cameroun c'est un territoire, mais quelle est la langue du Cameroun? Il venait de poser le problème anglophone, francophone là-bas et ainsi de suite. Il n'est pas normal
qu'un pays, 65 ans après l'indépendance, continue à fonctionner sur le schéma imposé par le colonisateur. Le Cameroun a besoin d'une langue à travers quand c'est le Bamou, vu que nous tous à l'unanimité, qu'on comprenne que quelle que soit la langue, qu'elle soit Cameroun, c'est un facteur d'unité, d'identité et d'unité. Et d'unité mémorielle. Mémorielle. Il y a l'autre aspect. Quand il parle du roi Djoya, Docteur Ndamoui parle du roi Djoya, mais je suis sûr que son histoire n'est pas enseignée telle qu'il a vécu. Il n'est pas le seul. Il y a des dizaines d'illustres disparus camerounais. Pour m'être aventuré à animer une rubrique dédiée aux illustres disparus, j'ai découvert des figures emblématiques, même à l'étranger. Il y a des Camerounais qui ont fait des très grandes choses à l'étranger. Je prends le cas de celui qui est le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg. C'est un ex-esclave de Kotoko, ils s'appelait Broa. Mais au XVIIe siècle, il s'est hissé au rang de troisième personnalité de l'Empire russe sous le nom de général Hannibal. Est-ce qu'on l'enseigne dans les écoles? Pourtant, en Russie, il est vénéré. Il est vénérable. C'est ça, noir. Et son petit-fils n'est autre que Alexandre Pouchy, le plus grand écrivain de tous les temps. Si vous fouillez dans l'histoire du monde, vous allez trouver des noms de ces illustres. C'est pour ça qu'on doit faire un travail mémoriel, une gestion mémorielle. Et nous sommes engagés sur ce chantier. Parce qu'on ne peut pas construire le sentiment d'appartenance à une nation en aliénant ceux-là qui doivent servir des référents à la société. Les jeunes n'ont pas de référents. Et il y a eu quelque chose de cynique que les Camerounais sont oublient. Pour avoir vécu, c'était en début de carrière, lors des privatisations. Oui. Et vous savez ce qui a accompagné les privatisations au Cameroun? C'était l'arrivée du PMIC. Vous savez ça? Si. Les privatisations ont été accompagnées par l'arrivée du PMIC, c'était pour enfermer. Paris Mutuel Urbain. Oui. Pour enfermer. Tu as fait d'ailleurs parler de tous ceux qui avaient perdu leur poste et qui étaient dans le désespoir à espérer gagner de l'argent en misant sur les courses de chevaux. C'est d'un cynisme que vous n'imaginez pas. Et le réflexe est resté. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui s'adonnent au paris sportif. Quand vous voyez un match de football, c'est la Champions. C'est non, je ne connais même pas le nom de ces gens-là. Mais il faut voir comment les jeunes sont enthousiastes. Ils oublient tout. Leur cerveau se bloque. Ils ne réfléchissent plus sur rien. Ils réfléchissent sur le match parce qu'il a misé 1000 francs, 5000, je ne sais pas combien. Les 1000 francs même qu'il a peut-être gagné, je ne sais pas en quoi faisant. C'est l'une des conséquences pour lesquelles nous sommes déconnectés. Et cette jeunesse demain sera les adultes de demain. Cette jeunesse et là, si elle reste dans cette dimension-là, elle reste dans cette dimension. Ce sera une population hybride qui n'aura aucun objectif. Faire vivre, qui va adopter la misère dans son logiciel de vie quotidienne. Voilà par exemple des chantiers sur lesquels il faut aborder. Il y a même cette histoire des trucs comme Canal Plus et tout ça. Oui. Donc nous n'avons aucun contrôle. Vous n'êtes pas chez vous, vous trouvez vos enfants devant la télé, allez savoir ce que ces enfants sont en train de voir. Parce qu'on se laisse, nous consommons n'importe quoi. Ailleurs, c'est pas ça. Quand vous allez dans un pays comme la Chine, ce n'est pas possible. Même WhatsApp est chinois, Facebook est chinois. Or, nous avons des intellectuels qui peuvent participer, mais il faut une volonté politique. Tout à fait. C'est là à qui profite le crime. Ce n'est même pas au Cameroun. C'est les impérialistes qui profitent. C'est à l'impérialisme que ça profite. Parce que nous devenons une population hybride. Une population hybride qui est désespérée et qui finit par adopter le discours comme selon la théorie des espèces de Darwin, de la survie des espèces de Darwin. Tout à fait. Parce que quand un être vivant s'habitue à vivre dans certaines conditions, il finit par s'y habituer et a du mal à sortir de ces conditions, même si ces conditions sont des conditions du difficiles. Donc c'est là où nous en sommes. C'est-à-dire le déterminisme en fonction de... Il est donc question pour nous d'aider les Camerounais à se ressaisir à travers un projet de société, un programme politique que nous estimons permanent et que nous estimons fédérateur de nos attentes. Parce que ce n'est pas pour nous que nous le faisons. J'ai pu vous faire une révélation, je suis le plus âgé dans l'équipe du PUR. Parce que je me sens l'obligation, compte tenu de mes convictions idéologiques, je me sens l'obligation d'accompagner les jeunes. Nous sommes obligés de les accompagner pour ceux qui pensent des choses autrement. Pascal a dit tout à l'heure. Oui. Parce que si nous ne le faisons pas, si moi je démissionne, vous allez continuer à vous enfoncer. Et vous ne servirez jamais les intérêts de ce pays. Non plus pour vos intérêts. Vous allez servir que vous le vouliez ou non.
les intérêts de l'impérialisme. Avec la permission Pascal, de monsieur Toudé. Je m'avais donc vous poser une question simple. Ok. On va sortir avec cette question. Avec un programme politique comme celui-là, qui est hyper sensible, énorme, parce que ça devrait impliquer presque tout le monde, et toutes les couches sociales en même temps. Pensez-vous qu'avec un mandat, vous pourriez réaliser ou bien atteindre vos objectifs en un mandat? Si je suis juste curieux, parce que bon, sur le plan politique, je sais que le politicien vient au pouvoir pour être encore réélu. Bon, mais avec un mandat, je suis juste curieux que, est-ce que vous pensez qu'en un seul mandat, on pourra réaliser? La situation est désastreuse. Et comme vous le confirmez, vous parlez d'un mandat, si c'est possible. Nous ne voulons pas encore ouvrir ce débat, mais parce que dès que nous prenons le pouvoir, nous allons organiser des assises nationales dans lesquelles toutes les forces vives de ce pays vont participer. Oui, pour donner leur avis sur l'urgence. Je vous ai dit que notre constitution ne nous appartient pas. Sur l'urgence de remettre à plat toute notre constitution. Ce ne sera pas le travail de nos intelligences, parce que nous avons la science infuse, ce sera le travail de tous ceux qui se sentent concernés, qui veulent donner, participer à la naissance d'un nouveau Cameroun, souverain et uni. Vous posez une question, mais vous convenez avec moi que ce sera à ceux-là, au Cameroun, de décider du mandat. Ce que nous faisons, c'est que nous avons la volonté de tout remettre à plat. Parce que l'origine de nos problèmes, c'est l'héritage colonial. C'est cette relation incestueuse que nous continuons à entretenir avec la complicité d'une certaine élite, avec la puissance néocolonialiste. Et ça se matérialise à travers ces fameux accords de coopération. Pourquoi est-ce qu'on... À travers cet instrument de la monnaie. De la monnaie. Et tous les autres qui vont avec. Et l'éducation, la monnaie, la diplomatie. Même sur le secteur de la défense. Est-ce que vous savez que même notre défense est prostituée? Elle est prostituée. C'est... pour ceux qui se rappellent, lorsque Boko Haram commence ses attaques, c'est le premier pays qui nous a porté secours. C'est la Russie. Et vous savez pourquoi? Nous devons une dette mémorielle à la Russie. Oui. À travers le général Abraham Pichu Hannibal. Dans la France, avec la coopération, machin, ils n'ont pas... Non, ils accompagnaient plutôt ils les accompagnaient. L'État de fournir tout ça, c'est un montage. Donc, quand la Russie nous apporte cette tâche, parce que la Russie nous tend une perche, elle est consciente que nous doit une dette mémorielle. Mais on n'a pas pu se saisir de cette perche jusqu'à aujourd'hui. Sinon, on ne parlerait plus de Boko Haram. On ne parlerait plus de Boko Haram parce que la Russie pouvait s'inspirer de son esprit avec la rébellion tchétchène. Tout à fait. Pour en finir une bonne fois pour toutes en très peu de temps. On n'a pas, parce que nous avons au sein de notre élite des France-Africains qui ont du mal à changer de casquette et qui sont prêts même à sacrifier l'intérêt de notre pays et des populations. Donc nous avons un gros challenge qui n'est pas un challenge, c'est pas un challenge seulement à nous, c'est un challenge qui interpelle chaque Camerounais qui voudrait laisser à la postérité un héritage immatériel digne et en faveur des générations futures. Et eux, ils sont prêts, et leur volonté première, c'est d'impliquer donc toutes ces forces vives de la nation, les consciences. Je crois que cette phase encore d'aujourd'hui, c'est la deuxième phase ici, là, c'est une phase aussi réussie, parce que personnellement, je dois le dire, j'ai été encore touché, c'est comme aux années 2008, 2009, 2010, avec, on a parlé de Kadhafi ici, où on était tout feu, tout flamme, à dire que s'il faut tout brûler, on peut le faire, et on s'est sacrifié. Donc, je me suis ressenti dans ce moment. Merci. Avec Pierre Claver-Nkodo, nous saluons le candidat Serge Espoir Matoma, parce qu'il porte cette vision-là, qui aujourd'hui est une vision, un programme existentialiste, c'est-à-dire qu'il faut absolument passer par là pour que, en réalité, on sorte de cette indignité permanente, de cette aliénation, de cette clochardisation, de cette, je ne sais pas comment dire,
Madame, merci au président directeur général, merci à la technique qui s'est fait des mains et des pieds, merci surtout au candidat Serge Espoir Matomba qui a délégué son chargé des affaires politiques ici, Pierre Claver Kodo, l'un des doyens de cette équipe-là qui accompagne la jeunesse. Merci à Dr Dam qui finalement a compris que cette vision du pur sang, elle n'est pas seulement sur la monnaie, elle s'ouvre et que, bon, même s'il ne veut pas déclarer ouvertement son intention de vote, il a quand même dit qu'il soutient le PURS et l'action du PURS. Merci à notre internationaliste Pascal Oya qui justement en réalité a aussi cet élan et ces germes du panafricanisme et cette volonté que l'Afrique en principe sorte comme ces autres pays, Asie et autres, de cette ornière. Merci à vous tous qui nous avez suivi. L'émission est sur nos chaînes YouTube, Facebook. Vous pouvez sur la rediffusion en local là, sur Krelling. Et nous sommes en train de travailler d'ailleurs aussi sur Amos pour suivre ça un peu partout. Et je rappelle que live streaming, c'est un peu partout dans le monde. Vous pouvez nous prendre. Et demain, j'annonce il y a un candidat, l'un des groupes des candidats recalés, qui viendra nous parler ici de cette réalité du recalage et que peut-être comment ils peuvent orienter leur électorat et leur force politique dans le sens des coalitions, je ne sais pas. Je vous donne un dernier mot dans ce sens des coalitions qui sont en train de se former, la Pierre Claver Kodo. Oui, s'agissant des coalitions, nous ne sommes pas très enclins aux coalitions, nous sommes enclins aux alliances. Aux alliances, ok. Parce que les alliances se constituent sous le prisme d'une convergence idéologique. Oui. On a l'habitude, moi personnellement, j'ai l'habitude de comparer les coalitions à ces chasseurs qui vont en bourse abattre un gros éléphant. Mais comme ils n'ont pas tous les mêmes armes, il y en a qui ont des armes plus puissantes que les autres. Si on les armes les plus puissantes, on va arracher les plus gros morceaux. Or, une coalition idéologique, c'est-à-dire comme nous sommes en partie panafricanistes, souverainistes, si vous l'êtes aussi, on met tout sur la table. Nous discutons de l'orientation de notre politique générale. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas se partager un gâteau national ou se partager une carcasse d'éléphant. C'est construire justement une nation. Ensemble. Merci. Comme vous l'avez dit, vous avez tout dit sur ce qui est fondamentalement la préoccupation actuelle des Camerounais. Madame, salut. Monsieur, bonsoir. Retrouvons-nous demain pour la dernière production de Route vers le palais présidentiel. Je vous remercie parce que vous êtes devenus de plus en plus très nombreux pour cette émission. Et d'ailleurs, elle sera un format où le candidat ou les candidats viendront ici avec les militants, avec les sympathisants et peut-être avec ceux qui veulent poser des questions, puisque vous savez, notre studio est très ouvert et d'ailleurs très vaste pour accueillir tout ce beau monde-là. D'ailleurs, nous avions quelqu'un qui suivait de bout en bout de manière assidue l'émission tout à l'heure. C'est un téléspectateur qui nous vient de l'autre côté du Noun, que nous saluons, et qui est dans une grande activité. C'est des voix qu'il faut conquérir pour la prochaine élection présidentielle. Mesdames, salut, monsieur, bonsoir. Retrouvons demain à la même heure. Ce sera à 19h.